Madame, Monsieur, bonjour à tous. Merci de prendre la belle attitude. Nous retrouvons ce matin sur les antennes Equinox Télévision dans le cadre de 10-12, le Zénith comme il est de tradition, entre 10h et 12h. Bienvenue à vous, bienvenue à tous. Vous le savez, le Cameroun traverse en ce moment une période extrêmement difficile avec la crise liée au Covid-19. Nous dénombrons d'ailleurs dans notre bilan officiel 284 cas de personnes détectées et déclarées positives de Covid-19, 267 cas actifs et bien sûr 10 guéris, 7 décès. Alors nous attendons encore les bonnes réactions des autorités, mais surtout du chef de l'État qui est plus que jamais interpellé à se faire valoir, mais surtout à trouver les voies et moyens pour qu'on puisse en sortir de cette crise qui sévit non seulement au Cameroun, mais surtout la planète aussi. Pour les Camerounais, nous sommes concernés d'une manière ou d'une autre. On va au passage saluer l'initiative des maires dans les communes du Cameroun qui sont, comme le disait le journal Mutation de ce jour, ils sont testés, on dira muets, c'est peut-être mieux de le dire ainsi. En tout cas, pour bien le faire comme tous les jours, nous allons leur souhaiter la bienvenue, comme il est de tradition. Mbombo Mbengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Ngachou, bonjour à vos chers téléspectateurs. Vous dites bien que coronavirus, mais il y a pire que ça. Il y a pire dans l'indiscipline de certains de nos concitoyens. En plus du coronavirus, ils en rajoutent encore. Une usine de parfumerie en plein cité Sikh à Douala, cité Bonamoussadi, pour être plus précis. Un Camerounais a trouvé bon d'installer son usine, sa parfumerie, dans l'intérieur des blocs M et bloc N. Je donne des précisions. Au fond de ce bloc, il a mis en place sa parfumerie. Non seulement les mauvaises odeurs, mais les risques d'incendie. Il y en a d'ailleurs il y a 4 mois, qui a là-bas. Heureusement que les sapeurs-pompiers sont arrivés à temps. Non seulement cette usine, cette parfumerie est là, mais son usine, son magasin de stockage est aussi à côté. Imaginez le cas de Gondour. On a vu la société Gondour prendre feu. Ça se passe comment? Mais sauf que, là où ça devient encore plus intéressant, c'est que l'exécutif communal de Douala 5e qui vient de partir n'a pas pu résoudre ce problème. Précisément parce que le promoteur de cette parfumerie a les bras longs et longs. On soupçonne même qu'il y aurait des magistrats derrière. Parce que, comment vous l'appelez, le maire Ebanda, c'est comme ça que vous l'appelez. Le maire Gustave Ebanda n'a pas pu. Il a essayé de délocaliser cette parfumerie. Il n'a pas pu. On lui a dit, monsieur le maire, taisez-vous, vous n'avez rien à faire. Donc, dans sa localité, un maire n'a pas les coups de franche pour organiser les populations. On l'appelle donc premier municipal. Pourquoi? Voilà monsieur Fengouan qui vient d'arriver, avec dans cette même exécutif communal un ancien sous-préfet. On va voir ce que ça va donner. Mais seulement, ça permettait que j'utilise ce mot, ça devient du cynisme, que les Camerounais en arrivent à ce niveau-là, installer une parfumerie dans un camp sikh, entremêlés dans les maisons. Non, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Situation assez difficile également. Il faudrait certainement que... Oui, pour être précis, parce que quand vous plantez par la mosquée Bonamoussadi, oui. Vous savez bien mosquée Bonamoussadi, vous prenez la route qui est là, l'entrée camp M, comment on l'appelle? Voilà, bloc M et bloc N. M et N, il y a une vallée. Vous allez voir une entrée, vous allez voir cette parfumerie. Rien qui vous indique qu'il y a une usine là, mais les populations aux arrois. Je dis bien à partir de la mosquée de Bonamoussadi, vous prenez là-bas. On pense quand même qu'au-delà de l'image, il va falloir rendre compte de cette situation et on peut vous rassurer qu'on ira très loin sur ce sujet pour mieux le comprendre, mieux le cerner et en savoir qui sont ceux qui se cachent derrière. Une enquête minutieuse sera assurément menée pour mieux la comprendre, cette situation. Charles Amel Mbachou, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour particulier ce matin à 2 personnes. La première personne, c'est le directeur de Camwater. Bonjour à vous Monsieur Gervais Bolanga. On dit l'eau c'est la vie, mais nous avons l'impression qu'en cette période de coronavirus, l'eau c'est la mort.
La preuve, Douala 5e, Douala 1er, Douala 3, Douala 4e, des quartiers n'ont pas d'eau. C'est depuis des semaines. Organisez comme cela se faisait à Yaoundé, les citernes, avec des camions citernes. Voyez comment vous allez organiser pour que les gens puissent avoir ne serait-ce qu'un peu d'eau. Si l'eau, les tuyaux ne vont pas couler, les tuyaux ne coulent plus. On voit des populations s'amasser autour des puits dans la zone de Mbangé. Ils sont pleins qui s'amassent le soir dans le puits pour pouvoir tirer de l'eau. D'autres, c'est des forages. Est-ce que c'est bien lorsqu'on parle de désalination? Une autre personne qu'on va saluer, c'est le directeur de la cantine. Que se passe-t-il à la cantine? On nous dit de ce côté qu'on ne peut plus manger. La cantine est bloquée. Il y a un personnel qui s'est enfermé dans la cantine. On a coupé l'eau à la cantine. Les malades ne parviennent plus à manger. On n'a plus accès à l'eau, ne serait-ce que pour laver les mains. Comment est-ce qu'en pleine période de crise, dans l'hôpital, on peut couper de l'eau? Quelles sont les querelles qui existent? Autant de questions qu'on veut comprendre. Vivement que le ministre Manaouda Malachi tranche cette affaire au niveau de l'hôpital à Kentini. Couper l'eau, c'est grave dans un hôpital. Quand on sait justement que l'eau est le premier aliment par excellence pour le corps, également pour tous les besoins usagers, on a besoin d'eau et surtout, cher Lamel, on a besoin d'eau potable. C'est important de préciser. D'eau potable. Très important. Et encore dans une formation sanitaire. Bon Dieu. C'est assez dangereux quand même. Mais nous interpellons rapidement le professeur Louis Ndiok de l'hôpital La Quintini a rapidement trouvé des solutions à ce problème d'eau au niveau de la cantine de l'hôpital La Quintini. Les malades ne mangent même pas. On dit que c'est depuis qu'on a coupé l'eau. Il semblerait-il qu'il y a une querelle. Même le nettoyage des mains, on ne peut plus se nettoyer les mains en pleine coronavirus est dans l'hôpital. C'est très grave, c'est assez grave Bon quand Dieu. même. Il va falloir justement mieux comprendre la situation. On vous rassure qu'on ira très loin. Karine Sontia nous retrouve ce matin avec le même plaisir. Bonjour Karine. Bonjour Michel et bonjour aussi à nos téléspectateurs. Ce matin, il y a une piste de BCG qui est en train d'être étudiée à l'Occident par rapport au Covid-19. Sauf que la toile de BCG, oui, qui est en train d'être étudiée par rapport au Covid-19. Sauf que sur Internet, il y a une vidéo d'une émission sur une chaîne française qui démontre que ce vaccin serait en voie d'être testé en Afrique. Et les Africains d'Internet sont contre cela et disent ne devoir recevoir aucun vaccin jusqu'à ce que cette période passe. Et ça devient de plus en plus dangereux quand on apprend aussi qu'en ce moment, il y a des fonds qui sont pensés au niveau des organisations internationales pour venir en aide à l'Afrique. Question de tout faire pour freiner la propagation du Covid-19. C'est vrai, mais il va falloir toujours jusqu'ici s'en méfier. Charles Hamel, Mbombo Bengan, Karine Sontia, parce que beaucoup pensent que ce qui vient de l'Occident aujourd'hui semblerait être des poisons. Écoutez, l'Italie a eu combien de morts? La France jusqu'à hier et l'Espagne ont eu combien de morts? Les États-Unis. Par rapport à l'Afrique, nous au Cameroun, on a 200 et poussières, vous venez de donner. Pourquoi c'est chez nous qu'on va venir tester les vaccins qu'ils commencent par la France? Peut-être qu'on ne va pas faire le débat, mais je crois que moi je m'inscris dans cette logique. Je m'inscris dans cette logique. On commence à avoir plus de cas. Là où il y a les 1000 morts par jour, les États-Unis ont recensé 200 000 cas. Je crois que l'État de Géorgie est en tête à l'heure actuelle. Qu'on a testé là-bas, c'est pas ici qu'on a testé. Portugal et tout ça, Belgique sont autour de ces pays. Qu'on teste là-bas. On se rappelle de ce qui s'était passé au Zaïre avec le VIH-Sida. Comment on allait tester sur les vaccins, sur ça. Est-ce que ça avait donné à ces jeunes filles au niveau du Zaïre? On se rappelle. Donc, il y a plein d'exemples comme ça. Donc il faut faire très attention. On n'oublie pas qu'il y a eu des tests qui ont été faits sur des prostituées au Cameroun. Parlons bien sûr du VIH-Sida. Ouais. On ne va peut-être pas revenir là-dessus, mais demander à ces Européens humblement d'abord de tester cela en Europe avant de nous revenir en Afrique. Encore que moi je vous dis, en Grande-Bretagne, mes sources disent qu'il y en a qui se prêtent, veulent se présenter comme des cobayes. Pourquoi on ne peut donc pas tester avec eux? Très bien. Ils veulent qu'on le prenne, qu'ils servent de cobayes pour les expérimentations médicales. On en parlera. Madame, monsieur, merci de prendre la belle attitude. Vous connaissez les différentes plateformes sur lesquelles vous pourrez nous laisser vos petits commentaires. Nous les lirons à l'antenne. Et même après l'émission, on continuera encore à les lire. Et merci pour vos nombreuses critiques constructives pour améliorer la qualité de nos productions. Et on s'en excuse également pour quelques petits manquements quand on sait qu'une œuvre humaine n'est parfaite. Pour bien le dire ce matin, elle, c'est Dominique Audrey Oyengelek
avec le même sourire, la même joie, le même plaisir. Nous sommes heureux, nous aussi, de vous retrouver ce matin, Dominique Audrey. Vous avez oublié de dire la même peur du coronavirus. Bonjour à vous, Michel Ngachou. Bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je vous raconte l'histoire d'un père. Papa André nous a contactés hier pour nous faire parvenir son histoire. Il nous raconte qu'il a passé sa vie dans des voyages à cause de son métier. Il est informaticien, ingénieur informaticien de formation. Il a travaillé pour de grandes enseignes à travers le monde. Il raconte que durant ses voyages, il a laissé au Cameroun sa famille, sa femme et ses 3 enfants. Il y a sensiblement 5 ans, les 2 premiers sont allés à l'étranger où aujourd'hui ils ont des emplois et il ne restait au Cameroun que sa femme et son dernier enfant, son dernier garçon qui aujourd'hui est âgé de 18 ans. Il raconte que cela fait 4 mois qu'il s'est définitivement réinstallé au Cameroun et il raconte que depuis son retour, il n'arrive plus à dormir parce qu'il a découvert qu'en fait, son fils de 18 ans se drogue. Son fils a arrêté l'école, il est en échec scolaire, il passe son temps dans des fêtes, il ne dort quasiment plus à la maison et il n'arrive pas à comprendre comment est-ce que sa femme a fait pour laisser son fils se perdre de cette façon-là. Il aimerait savoir est-ce qu'il y a des solutions pour que son fils puisse sortir de cette dépravation-là et si oui, comment est-ce qu'on pourrait l'aider à récupérer ce qu'il reste de son fils. Une histoire assez importante ce matin à décrypter absolument avec vous, madame, messieurs. Bonbon Bengan, le père qui n'est presque pas là, pour des raisons de travail, mais surtout entre 2 avions. La mère qui reste avec l'enfant. Le fils qui, au final, rentre dans se dope, disons ça comme ça. Depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Le père qui revient, constate justement la situation, est choqué et interroge sa femme sur son attitude. Qu'est-ce qu'elle aurait fait pour que l'enfant ne plonge pas dans l'utilisation de la drogue ou encore la consommation de la drogue? Comment comprendre l'attitude du papa? Non, c'est une attitude, j'allais dire, de repli pour rien, d'accusation. La femme n'élève pas les enfants. La femme n'élève pas les enfants. Premièrement, la situation que nous vivons aujourd'hui, un monde occidentalisé, c'est un monde qui agresse. On dit bien la ville agresse. Le monde occidentalisé agresse. Il vous contraint à vous séparer de votre famille parce que besoin professionnel, c'est comme ça qu'ils appellent. Donc, mais ici, la faute revient aux deux parents. Ce papa doit savoir que plus c'est un garçon, et à un certain âge, le garçon prend l'autorité. Que vous soyez sa maman, il cherche à prendre l'autorité. Donc, ça existe. Moi, le problème ici, pour résoudre, parce qu'on ne peut pas rester dans les analyses, ça la mêle va s'étendre longuement, c'est bien la chicotte. Que vous le vouliez ou non, c'est la chicotte. Ça veut dire qu'un enfant, il est presque déréglé, il est dans la drogue. On ne demande pas à papa de prendre la chicotte, de chicoter l'enfant. C'est-à-dire d'utiliser les méthodes fortes. Vous le prenez. Je ne sais pas s'il y a des centres de désintoxication ici. Je pense qu'il y en a. C'est-à-dire, en fait, je pense qu'il y en a. Il y a des médecins. Ici, je pense qu'il doit en avoir de toutes les manières. On doit le prendre de force, l'amener en confinement ou en cantonnement. Je ne sais pas le terme consacré. Sevrage. Oui, là, on voit, parce qu'au même moment où on vous prélève la goutte épaisse pour voir le degré de paludisme, on peut savoir le degré d'alcool, le degré d'alcool, de drogue que vous avez. Et là, on désintoxique l'enfant. Et on le met dans des conditions, j'allais dire, de rigueur, de sévérité dans la famille. De sévérité, on ne blague pas. Est-ce que ça ne peut pas créer autre chose là? Parce que c'est votre problème là-bas. Que l'enfant dit torture sur l'enfant ou tout ce que vous voulez, c'est pour vous là-bas. Même pour les traiter en étranger, maintenant, cet enfant donc, qui amène la honte de la famille, vous faites quoi de ça? Vous faites quoi de ça? J'ai deux amis comme ça, professeurs d'université. Je connais, je ne citerai pas le nom ici. Donc chacun d'eux a eu un enfant qui a refusé de faire l'école. Imaginez-vous, vous êtes un enseignant d'université, maman est enseignante.
Et vous avez un enfant qui décide, après le probatoire D, dit « Je ne vais plus à l'école. Je ne vais plus dans votre école. » D'accord, tu veux faire quoi? Il d'abord fuit la maison, commence à faire des choses. Parce que justement, ils ont commencé à dire « Mais non, il faut causer avec l'enfant. » On cause quoi avec un tel enfant? Ils ont donc causé. J'ai ces deux cas. Et les enfants aujourd'hui, un à 32 ans, l'autre, je pense, vers 40 ans. Il ne fait rien, il déambule. Il y a celui de 40 ans, il avait essayé de jouer au football à un moment donné. Ça n'a pas donné et tout. De toute manière, il fuit la maison. C'est des méthodes fortes. Un enfant ne grandit pas s'il est sous le toit de son père. Mais lorsque l'enfant a 18 ans déjà, Mbombo Mbengan, on le contraint, papa est venu, qu'il laisse sa femme qui s'est battue à sa manière. Maintenant, il faut sauver l'enfant. Vous dites à cet enfant, il y a des médecins ici, comment vous l'étiez, vous dites prenez rendez-vous avec l'un de vous, le prenez, vous l'amenez. Là-bas, s'il faut le menotter, vous le menottez. C'est votre enfant. S'il faut obtenir une décision de justice, une ordonnance de justice, vous le faites. Maintenant, la honte que lui, l'enfant, il l'amène à la porte à la famille, qui assume ça? Ce sont les parents. Parce que quand on contraint l'enfant à une discipline, on dit « Ah oui, mais vraiment la torture est montée et descendue. » Et la honte. Je vous laisse. D'accord. Un ingénieur informaticien qui a une maman qui se débrouille. Les autres, vous dites que bon, vous êtes un Sansan Boy. Je peux dire ça n'existe pas. Les Sansan Boy n'existent pas chez moi. Ça signifie quoi, Sansan? Sansan Boy, c'est les Playboy. Voilà. Ça n'existe pas. Charles on doit Lamel, utiliser la méthode forte. Charles Lamel Batchou, à l'écoute de l'histoire et surtout la position de Mbombo Mbengan, qui pense qu'il faut adopter des méthodes fortes pour amener l'enfant sur le chemin de son égarement en adoptant justement les méthodes les plus draconiennes. Est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas le sentiment que la base de l'éducation de l'enfant a été faussée? Non, la base n'a pas été faussée. La base n'a pas été faussée. Je peux vous rassurer parce qu'il y a des cas, les premiers ont réussi. Les premiers ont réussi. Je suis désolé, les premiers ont réussi. Mon boca était doux. Je n'ai pas besoin de t'amener. Je t'enchaîne, moi, personnellement. Je t'enchaîne et je te garde à la maison. Sous mon toit. Tu ne sors pas. Je t'enchaîne et tous les matins, on a droit à une séance de bagarre, de boxe, tous les deux. Organismes J'ai dit tous les deux. Je n'ai pas besoin. C'est pour vous là-bas. Les organismes je vous dis, c'est pour vous là-bas. C'est mon produit. C'est mon produit. C'est mon image. Il est fait à mon image. Je vais le gérer. Ça se gère à deux. Je vais le gérer. Il ne peut pas me dépasser. Je peux vous rassurer. Il ne peut pas me dépasser à 18 ans. Vous savez, je vous ai dit que moi, mon père nous a préparés. Mon père, chaque jour, quand tu viens, tu dis, papa, c'est mon anniversaire, il te dit que ça fait combien, il calcule. Il dit, à 18 ans, tu sors de chez moi. Souviens-toi, à 18 ans, tu es hors de chez moi. Et tous, on est sortis à 18 ans. Je te coupe pas, c'est justement ça qui amenait, contrairement à ce que disaient nos filles, à 18 ans, tu dois veiller à passer ton bac. Oui. Ça veut dire que tu es déjà hors de la maison parce que tu es à l'université. Voilà comment ça s'est passé. Donc, de manière douce, tu te prépares. Déjà là, tu es à la maison. Voilà comment on grandit. Quand tu viens, tu dis, tu as 16 ans, il te dit que bon, pour être chez toi, il te faut une bouteille de gaz, il te faut ça, il te faut ça. J'espère que tu penses dans l'argent que je te donne, tu commences à t'équiper. Je ne vais plus te voir. Le jour qu'il arrive, 17 ans, il te coince en train de regarder la télé au salon. C'est des coups de poing qu'il commence à te donner. Achète-toi une télé pour regarder dans ta chambre. Il nous a tous préparés dans cet esprit. Donc, en sortant, chacun sait qu'il partait. Pour sortir, je n'ai pas eu de problème de sortir là. J'étais déjà mentalement prêt. Ça, c'était le premier point pour dire que là, il n'a pas joué son rôle de père. Il est fautif. L'autre truc que je vais vous dire, M. Michel Ngachou, vous savez, la femme a ce qu'on appelle, et c'est là où je dis que la femme est coupable, la femme a ce qu'on appelle une seconde jeunesse. Une seconde jeunesse. Lorsque la femme atteint 40 ans, elle passe devant le miroir, elle voit les rides. Elle dit, j'ai passé tout mon temps avec l'homme, je ne sortais pas, j'élevais ses enfants, je faisais ceci. Elle commence à se ressouvenir qu'elle est belle. C'est là où elle voit les vergetures. C'est là où elle voit que son ventre tombe en accordéon. C'est à cet âge, 45 ans, tant que la femme entre dans les régimes. Non, elle achète les thés. Il faut que je maigrisse. Elle fait ceci. Oh, mes copines. Elle commence à faire. Oui, cette seconde jeunesse-là. Quand ça attrape la femme, même vous, le mari, vous risquerez de perdre votre femme. Je dis, vous n'êtes pas pointilleux. Vous perdez votre femme. C'est là où elle met les tailles basses. Elle met les tennis. Elle met les polos. Elle met les t-shirts. Elle met les casquettes. Vous-même, vous êtes déjà fatigué. Vous êtes dans les 70, 60.
Donc 60, 70, 70 ans. Donc lorsque la femme veut sortir, elle dit, hey, le père reste assis là-bas, regarde-toi ta télé. D'abord, vous pouvez être fatigué. Vous avez déjà joué. Oui, là, vous êtes déjà fatigué, vous avez déjà joué. Vous avez joué jusqu'à... Et elle vous observe. C'est ça le retour. Ce qu'on dit que le retour, vous avez déjà bien joué, vous êtes fatigué. Donc à l'heure 19h, vous avez sommeil même sur le canapé. C'est à l'heure là qu'elle dit que j'arrive. Et c'est à ce moment que l'enfant prend ses... C'est là, c'est les derniers enfants, justement. C'est ça qu'on appelle le dernier marché. Ouais. Donc l'enfant, le dernier marché, c'est le plus dangereux, comme le disait Pompok. Pour contrôler le dernier, c'est très compliqué parce que là, la maman a sa seconde jeunesse. Il faut qu'elle sorte s'amuser. Elle va à la réunion, elle rentre. Quand tu dis à la tu ne rentres pas, l'homme appelle la femme, tu ne rentres pas, tu dis que j'allais encore. Il va à quel âge? Il va à 18 ans, je vais pas contrôler. Pardon, excuse ma vie. Pardon, c'est ce que tu peux. Donc voilà les conflits que beaucoup d'hommes ont dans les ménages. Cette période-là, c'est très conflictuel. Donc l'homme revient, il a certainement passé le temps à appeler sa femme, parce que ça c'est le rôle de tout père. Allô? Oui. Tu es à la maison? Oui. Tel est là? Oui. Il fait quoi? Non, il est juste là dehors, il tourne. C'est la mère qui défend l'enfant. Il est juste là dehors, il est là avec ses amis, il cause. Quand l'enfant dérive, commence à poser des actions, la mère se dit, ah, je vais dire à ton père, elle cajole. Or, elle n'a pas pris la mesure de ce qui se passe à l'extérieur. Voilà le père qui décide de rentrer. Forcément, il n'a peut-être pas informé la mère. La mère dit à l'enfant, hein, ton père aussi. Voilà. Ton père va aussi venir vivre ce que je vis ici à la maison. Dès que le père, comme il est venu s'installer, la mère se lave la main parce qu'elle estime qu'elle a suffisamment fait. Toi qui étais dehors, viens porter ton fardeau. Vous vous rendez compte que c'est moi le fardeau de la mère. Qu'on se partage les charges. Non, ce n'est pas qu'on se partage les charges. Elle vous dira que j'ai fait ma part, faites aussi pour vous. Monsieur Michel Gachou, il n'y a pas qu'on partage. Elle dit que c'était ma part. Voilà, tu es arrivé là, tu t'occupes. Le matin, si c'est comme pour marcher, elle revient à 12h. Vous allez vous rendre compte que dans les maisons où le père... Il n'y a donc personne pour faire le petit déjeuner préparé. Voilà, pour préparer. Donc, vous allez vous rendre compte qu'il y a des hommes qui, rendus à cet âge, ont des difficultés à manger, l'alimentation, parce que la femme est constamment, elle veut s'épanouir. Donc, vous croyez que c'est la mère qui peut être le problème ici, hein? Non, dans cette situation, oui. C'est la mère. Parce que là, maintenant, le père arrive, il trouve un garçon de 18 ans. Le garçon de 18 ans peut avoir entre-temps appris le kung-fu ou appris la boxe. Lui, il ne sait pas. Donc, il peut déclencher un mouvement avec l'enfant. C'est compliqué. Parce que là, ça devient compliqué. Il faudrait qu'il utilise les tactiques. Donc, ce qu'on va lui dire, c'est faire comme ce que Bombok a dit. Il n'a pas été là pendant longtemps. Il n'a pas pu suivre les pas de l'enfant, comme on m'a dit quand il a commencé la dérive. Il ne sait pas jusqu'à quel degré est. Ce qu'il gagnera à faire, c'est soit le prendre, voir nos amis commissaires, des gars à la gendarmerie, on le prend d'abord pour le faire cuver. On le met d'abord en période de manque. On crée le manque. Après, il essaie une discussion, un dialogue avec l'enfant. Il discute. S'il se rend compte qu'il y a un déséquilibre, parce que ces enfants ont une façon de se comporter, dans la façon de parler, vous discutez. Si ça ne donne pas, là, on l'inscrit dans un programme. Merci bien Charles Hamel pour cette proposition ce matin. Avec vous, Karine Santia, est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'un enfant à 18 ans, parce qu'à 18 ans, on est censé avoir déjà son baccalauréat à 16 ans, dans la mesure du possible, on commence à flirter avec les nouveaux camarades au niveau de la faculté. Et est-ce qu'on ne peut pas penser aussi que l'enfant a été influencé par, on dira, un nouveau contact humain? Bien sûr, bien sûr. L'environnement dans lequel nous vivons et les personnes que nous côtoyons, qu'on le veuille ou pas, influencent nos activités, notre manière de penser et notre manière de faire. Il y a des gens qui n'avaient jamais fait quelque chose, mais parce qu'ils ont rencontré une personne particulière ou un groupe de personnes particulières, ont changé leurs attitudes. Moi, je vais vous dire que quand je suis quittée du collège pour le lycée, mon comportement a typiquement changé. Parce que les élèves n'avaient pas les mêmes attitudes. Au collège, par exemple, on faisait les TD. Au lycée, on ne faisait pas de TD. Donc, vous étiez obligé de faire les groupes d'études. Donc, les choses changent. Votre attitude change. Votre manière même de raisonner change. C'est un environnement que je ne sais pas comment on explique ça, mais c'est comme ça. Je vais vous justifier que je vais vous expliquer. Oui, vous pouvez avoir un mauvais comme un bon, en fait. C'est pas toujours négatif. C'est pour ça que je dis, quand je suis quittée du collège pour le lycée, mes amitiés sont devenues plutôt qualitatives. Et pourtant, au collège, c'était quantitatif. Est-ce que vos parents vous ont suivi à ce moment précis? C'est pourquoi je vais arriver à dire qu'il y a eu déséquilibre au niveau de l'appareil familial. Oui. Au sein de la famille, il y a eu une maman qui a éduqué les autres et qui n'a pas pu contrôler l'autre, qui n'a pas pu réussir sur l'autre. Ça arrive. Dans des maisons, il y aura toujours un récalcitrant, que vous le vouliez ou pas. Tous les enfants ne seront pas dociles, obéissants et respectueux. Il y a toujours un qui est différent des autres, mais qui ne reste pas moins votre enfant.
C'est ça, en fait. Ce n'est pas le cas avec toi, de toutes les façons. Si vous voulez. Si vous voulez. Et la place du chef de famille dans ce genre de situation est primordiale. Parce que l'influence de la barbe et de la moustache devient importante lorsqu'on sent que l'enfant dérive. Il faut quelqu'un de rigoureux. Quelqu'un que lorsqu'il parle, on fait vite, on court avant de faire. Moi, je n'ai pas peut-être eu un papa aussi influent ou rigoureux, mais je me dis que ma maman faisait tout ça. Vous voyez un peu. Par rapport à cet enfant, il a eu une maman qui a peut-être été docile. Vous savez, dans les familles où on peut voir que le papa avait de l'argent. Donc, quand l'enfant disait « Maman, je veux la nouvelle basket », maman achète. « Maman, je veux telle chose », elle donne l'argent. C'est pourquoi on dit souvent aux parents, lorsque votre enfant n'a pas encore l'âge d'aller au marché, ne l'amenez jamais acheter sa chose. Il reste à la maison, ça le trouve. Vous voyez un peu. Donc, il a eu l'habitude de porter des chaussures qui coûtent cher, d'avoir ce qu'il voulait. Et à un moment donné, quand même, il fallait qu'il cherche à avoir de cela par lui-même. Et tous les moyens sont bons si on ne lui a jamais appris à travailler. Mais est-ce que ça justifie justement sa consommation des stupéfiants? Tout peut justifier, monsieur Gachou. Juste un petit mot. Quand vous placez ici à Aqua et à Bonapriso, il y a deux grandes écoles dans ces différentes zones. Vous voyez des enfants qu'on vient laisser avec un V8 tous les matins. La chaussure qu'il a, c'est une chaussure de 200, 300 000 francs pieds. Il utilise des téléphones portables dernier cri. Vous pensez que cet enfant qui a 9 ans, 10 ans ou 12 ans, qui se retrouve à ce niveau, vous pensez qu'à 17 ans, il va réfléchir comment? Bonne question. Voilà, c'est pourquoi je le dis. Il a manqué à un moment donné la rigueur de la barbe et de la moustache à cet enfant. Dans la maison. Et le papa aujourd'hui ne doit même pas chercher le coupable. Il est hors de donc hors c'est lui sujet. le coupable, le papa? Non, l'un n'est pas à chercher le coupable. Non. Parce qu'on a un enfant qu'il faut rattraper. Et là, il faut bien qu'au sein de la famille, ici dans cette famille, peut-être c'est décousu, je ne sais pas, mais je sais qu'au sein de la famille, il y a toujours quelqu'un qui a le don de ramener les enfants. Très bien. Il y a toujours quelqu'un qui a le don de ramener les enfants. Et si cet enfant n'est plus au niveau où on peut encore l'envoyer chez quelqu'un, voilà pourquoi il faut faire recours au centre psychiatrique, au psychologue pour pouvoir accompagner. Mais je peux vous assurer que la théorie des militaires et des gendarmes qui fouettaient les enfants et tout là, aujourd'hui, vraiment... C'est désuet à ton avis. Ça n'a pas marché pour celui que je connais. On en reparle. On en reparle. Je ne sais pas pourquoi, mais ça peut marcher. On va donner la possibilité à Dominique Audrey, effectivement, de nous dire, au-delà des questions liées au redressement avec du fouet, de revoir les attitudes, on dit psychologiques, c'est-à-dire échanger avec les enfants pour les ramener au fur et à mesure. Un enfant comme celui-là, comment est-ce qu'on peut le ramener? Vous qui êtes femme, vous qui êtes mère, que ferez-vous? Accuser son père? Ça ne servira à rien puisque mon enfant se drogue déjà. Ça ne va rien changer. Et si le père de l'enfant vient juste m'accuser au lieu d'essayer de trouver des solutions, ça ne sert à rien également. Lorsqu'on a un enfant qui se drogue, il est important que les parents ne transposent pas leurs angoisses à ce moment-là. Il est important de faire preuve de tête froide. On doit garder la tête froide. Il est bon d'affronter cet enfant sans vouloir faire genre est-ce que tu te drogues? Est-ce que tu ne te drogues pas? Lorsque tu marches avec papy, qu'est-ce que vous faites? Non. Montrez à votre enfant que vous savez exactement ce qu'il fait. Il doit savoir que vous savez qu'il se drogue. Ça, c'est le début du traitement. Ayez une conversation. Parce que moi, je pense que même si on va devoir traiter la question, traiter le problème, il est important de savoir ce qui a poussé l'enfant à se retrouver là-dedans. Moi, je suis contre les parents qui... Bon, maintenant, on sort un peu du contexte de la drogue. Je suis contre les parents qui, lorsqu'ils ne veulent pas que leurs enfants fassent certaines choses, ou bien qu'ils se lancent dans des relations sexuelles très tôt, ou bien qu'ils consomment de l'alcool rapidement, disent plutôt à l'enfant « Non, ne fais pas ça, ne touche pas à ça. » Non. Il est important que les parents aient des discours intelligents. Faites savoir à l'enfant que si vous faites ça, telle chose va donner. Je prends mon exemple. Ma grand-mère, je grandissais, lorsque j'ai commencé à développer mes caractères sexuels secondaires, elle m'a dit, Oyengele, tu deviens une femme. Le jour où tu vas te laisser toucher par un homme, tu vas tomber enceinte. Je ne te dis pas de ne pas le faire, mais sache que dès que tu le fais, l'école s'arrête, ta vie s'arrête, tu n'auras plus rien. Tout ton avenir sera foutu en l'air. Maintenant, vous avez quand même la chance de l'écouter, votre maman, parce votre grand-mère. Je le dis encore. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui n'écoutent pas? Non. C'est pour ça que je le disais encore hier, tout commence par le dialogue. Je vous ai dit que chez nous, la parole est libérée.
On parle de tout et de rien. Il n'y a pas de tabou. Les parents doivent apprendre à bannir les tabous. Parlez à vos enfants. Permettez, parce que si vous ne dites pas certaines choses à vos enfants dans la maison, ils vont les apprendre dehors et ce ne sera pas de la plus belle des manières. Informez-vous sur les drogues, sur les effets et présentez à votre enfant. Si oui, il y aura un trouble de concentration, un trouble de mémoire, vous allez échouer à l'école, vous ne pourrez pas, vous serez dépendant. Et s'il faille même que vous dénonciez votre enfant, si c'est pour son bien, faites-le. Donc, pour les parents qui ont des soupçons de ce que leurs enfants ont des compagnies qui sont mauvaises, d'abord vous commencez par couper. Parce que moi, ma grand-mère cherchait à savoir avec qui je marchais. Un enfant ne marche pas avec un enfant qui va à l'école, ne marche pas avec un enfant qui ne va pas à l'école. Ce n'est pas bon. Parce que si un des enfants va travailler de l'argent, votre enfant qui va à l'école voudra avoir les mêmes facilités que cet enfant qui ne va pas à l'école. Donc c'est important de circonscrire les relations de nos enfants. Charles Batchou, on est tenu par le temps. Véritablement, faites-le en 45 secondes, s'il vous plaît. Sauf que je voulais juste préciser que le père qui revient, après avoir passé plus d'1 an, 2 ans dehors, est un étranger. Il ne connaît pas son fils. Il faut réapprendre. Vous devenez un étranger et un ennemi même potentiel, un rival potentiel pour votre fils. Lorsque vous devenez... Si jamais entre-temps il a fait des arts martiaux. Non, juste dit que parce qu'elle dit qu'il faut suspendre, il faut faire ci, il faut faire... L'autorité, là, il faudra le gagner. Mais sauf que la situation, elle pourrit pour le moment. Donc il faudra... Non, mais ça veut dire qu'il connaît son papa quand il faut que papa envoie l'argent des tennis. C'est par maman que ça passe. Donc maman également a, on va dire, un rôle important ici. Que les couples doivent être plus soudés. Parce qu'on a vu certaines familles où, quand l'enfant devient comme ça, on finit par divorcer. Et là, ça détruit encore mieux la vie de l'enfant. Donc, c'est à ce moment-là que vous devez vraiment être unis. C'est papa qui dit, je dis à ta maman. Oui. Donc papa n'a pas d'autorité. Oui. J'ai dit, non, oui. Mais c'est pas bon. Je vais dire à ta maman, ça existe aussi. On va laisser les téléspectateurs nous donner leurs différents avis. Pour ceux qui peuvent rapidement sur la page Equinox Télévision, laisser leurs commentaires, n'hésitez pas. 10-12 le Zénith également, laissez vos commentaires et naturellement au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. N'hésitez pas, on vous lira tout à l'heure avec Karine Santia. Madame, monsieur, merci de garder la même attitude, ne touchez surtout pas la télécommande de toutes les façons parce que dans un instant, nous irons titiller la colère, celle-là de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement dans nos hôpitaux. Qui fait quoi, quand, comment et pourquoi? Où va l'ensemble des budgets censés gérer le volet hygiène, sécurité, environnement dans nos formations sanitaires? Parlons peut-être des formations sanitaires de référence. Qui s'occupe du tri et traitement des déchets médicaux dans nos hôpitaux et comment? Et d'ailleurs, qui en supervise les actions? Savez-vous que la situation liée à la gestion des déchets médicaux est critique, voire très critique dans nos formations sanitaires? En ce moment même où on parle de coronavirus, en ce moment où actualité oblige, on est obligé d'avoir un regard assez critique sur la question. Ne soyez donc pas surpris, en passant près d'une formation sanitaire, d'apercevoir un X ou un Y, pour ne pas dire un malade mental, jouer avec une seringue ou un cathéter, ou encore un animal se soustraire avec X ou Y partie ou organe humain. Qui s'occupe du rangement, mieux du classement des vieux matériels dans nos hôpitaux? Quand décide-t-on qu'un matériel est obsolète, qu'il faudrait le changer? Quelle est la personne censée constater l'obsolescence des matériels médicaux, assurer la fiabilité des appareils médicaux, la qualité des médicaments lors de l'approvisionnement? Cette question, on se la pose parce qu'au vu de ce qui est pratiqué, il y a trop de points d'interrogation. Savez-vous que dans la plupart
des hôpitaux du Cameroun, c'est au bon soin de chacun d'acheter son matériel de travail. Mieux encore, savez-vous qu'on s'occupe plus de la façade que des matériels de pointe. Vous allez retrouver un médecin, venir littéralement une infirmière, venir littéralement avec ses produits parce que le laboratoire n'a pas, parce que la salle de soins n'en dispose pas, peut-être parce que celle qui est laborantine, elle arrive, les réactifs, elle les porte, ce sont les siens, elle prélève. Pourquoi en est-on arrivé là? Ou comment en est-on arrivé là? Autant de questions. À quoi nous sert le fameux service d'hygiène hospitalier? Mieux encore, l'ensemble des techniciens de surface recrutés sur le tas et soi-disant formés par des hygiénistes. Quand savoir qu'un matériel, on l'a dit, est obsolète et comment comprendre que l'environnement hospitalier ne respecte pas un ensemble de mesures, notamment pour les brancardiers, avoir une couleur, pour ceux des laboratoires, avoir une couleur en termes de blouse, pour ceux qui s'occupent, les légistes, avoir une couleur, ou ceux qui travaillent à la morgue, avoir une couleur particulière. Comment se retrouver à avoir des blouses qui se confondent? On appelle tout le monde docteur, pourtant au fond, c'est une infirmière, ça peut être un chirurgien, personne ne sait véritablement, pourtant ça devrait commencer par là, en termes de soins. Faites un tour dans les services de laboratoire, vous allez comprendre de quoi je parle. Qui s'occupe de la stérilisation des instruments chirurgicaux et d'hospitalisation, qui s'occupe du nettoyage et de la désinfection des salles, des géraldines et hospitalisations. Parfois, c'est au bon soin des gardes malades d'y travailler. Où est passée l'hygiène et la sécurité? Allez savoir. Quel est le plan d'évacuation mis en place dans nos hôpitaux et quelle est la personne censée assurer la réalisation? Est-ce qu'il existe un comité d'hygiène sécurité au sein de nos formations sanitaires? Ayant fait le tour, non. On se débrouille comme on peut lorsqu'on ne fait pas venir des amis, des frères, des sœurs. Comment comprendre que dans certains hôpitaux, on va dire, les inspecteurs ne soient pas visibles? On n'aperçoit pas des inspecteurs. Est-ce dire qu'il ne peut pas avoir incendie? Comment comprendre que la simple notion d'hygiène des mains ne soit pas une obligation pour tous? Certains se lèvent, se retrouvent encore allés parce que le point d'eau est très éloigné, parlons de coronavirus. Comment comprendre qu'on utilise encore des produits de bas étage pour assurer le nettoyage dans nos formations sanitaires? Pourtant, il y a des produits qu'il faudrait absolument utiliser lorsqu'on est dans une formation sanitaire parce que cela tue X ou Y. Aujourd'hui, c'est à la police, aux forces de maintien de l'ordre, de rappeler aux gens de se laver les mains parce que le point d'eau, il est éloigné, il est excentré, on ne veut pas aller, on est rappelé à l'ordre. Comment comprendre que le personnel médical ne soit pas formé à l'utilisation des extincteurs, ne maîtrise pas les règles de sécurité des sites pour avoir discuté avec certains responsables? Comment comprendre qu'il n'existe pas de poubelle avec code couleur permettant la sélection des déchets dans nos différentes formations? Que dire donc de ces brancardiers qu'on retrouve, ces techniciens d'entretien d'hygiène, des laborantins aux infirmières qu'on retrouve se baladant encore parce qu'ils n'étant pas dans les services d'isolation, à marcher sans masque, à marcher sans protection. Il est temps qu'on mette véritablement ceux qui se sont formés là où ils devraient travailler et protéger non seulement le personnel médical, protéger les hôpitaux, protéger le patient, le malade. Merci, mesdames et messieurs, de bien saisir cette colère de Charles Armel aujourd'hui, qui est plongé dans nos formations sanitaires et qui d'ailleurs évoque 3 sujets principaux, c'est-à-dire que de son constat, de sa colère, on peut se rendre compte qu'il y a un sérieux problème d'hygiène dans nos formations sanitaires, il y a un sérieux problème de sécurité également, mais surtout problème environnemental. Bonbon Bengan, c'est un problème qui est, je vais dire, c'est un ensemble de problèmes légion, réels, palpables dans ces hôpitaux du Cameroun aujourd'hui, à entendre Charles Armel dans sa colère. Absolument. Vous savez, le corps médical est-ce que c'est une devise, c'est une orientation ou c'est un appel? Ils disent toujours, prévenir vaut mieux que guérir. Dans prévenir vaut mieux que guérir, il y a un maître mot, vous l'avez dit, Charles Armel aussi, c'est l'hygiène. L'hygiène, c'est-à-dire la propreté, la bonne tenue du corps et de son environnement. Lorsqu'on est donc dans un milieu où il y a l'hôpital, dans le milieu hospitalier, les maîtres mots devaient être ça. Donc la propreté. Il y a des fois, nous, quand on allait à l'hôpital, à notre époque, on se sentait déjà guéri. Avant même
de voir le médecin, de rencontrer. Quand vous vous approchez de l'hôpital, vous vous sentez guéri. Parce que d'abord, vous commencez à humer l'odeur des médicaments. De toutes les manières, vous êtes psychologiquement bien. Vous dites, je vais guérir. Je vais guérir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'environnement de l'hôpital est vraiment différent. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on vient attraper le paludisme à l'hôpital? Est-ce que c'est le lieu par excellence des moustiques? Voilà, on vous dit, et c'est même le corps médical qui vient vous distribuer les moustiquaires dits imprégnés. Et pourquoi je prends ce cas? Précisément, ça veut dire que vous couvrez, mais aux environs, quand vous êtes donc à la cour de l'hôpital jusqu'à 22h, on ne se promène pas avec les moustiquaires imprégnés. Et on ne doit pas avoir de moustiques. Ça veut dire que les abords de l'hôpital sont propres. Pas propres. Voilà, ils ne sont pas propres. Et ça veut dire également que, d'un autre côté, l'hôpital a des déchets particuliers. Des déchets hospitaliers ne sont pas traités comme les autres déchets ménagers. Chaque hôpital doit avoir un centre d'incinération de ces déchets. Donc, où est-ce qu'on jette les seringues utilisées? Où est-ce qu'on jette ces aiguilles? Où est-ce qu'on jette lorsqu'on opère les personnes? Lorsque vous venez, on fait comment? Il y a plein d'opérations chirurgicales qui se passent. On extrait des maladies. D'abord, vous venez en urgence, le sang coule partout. Donc, l'hôpital devait être le milieu par excellence où règne la propreté. Mais le drame, d'autres choses également, c'est quoi? C'est que le médecin qu'on a commencé à nommer médecin chef de l'hôpital, plus directeur de l'hôpital, il a peut-être appris l'administration des soins et des recherches, mais lui a-t-on donné qu'on appelle l'administration de l'hôpital? Parce que ça aussi, c'est un métier, l'administration des hôpitaux. Comment vous sortez de votre service, c'est pas moi, pédiatrie et gynécologie et tout, après on vous dit, vous êtes directeur de l'hôpital. Oui, vous étiez là en votre service, vous ne saviez pas comment le surveillant général était là-bas, l'économe, la morgue était gérée, un certain nombre de choses. Parce que quand vous venez le matin, vous limitez là, vous allez en réunion de service, vous rentrez. Donc il y a ce métier, je ne sais pas s'il y a des Camerounais qui sont formés dans l'administration des hôpitaux ou pas, mais je pense quand même qu'il doit en avoir. Donc on devrait chercher dans ce corps-là quels sont ceux qui sont formés dans l'administration des hôpitaux. Pour bien vous comprendre. Nous avons parlé, et je vais parler de ça aussi. Regardez un hôpital comme la Quintini. Avant, les hôpitaux n'avaient pas, on leur laissait pour l'administration des soins et les recherches. Aujourd'hui, on lui assigne de faire les chiffres comme si c'était une entreprise. Et l'État qui lui envoie de l'argent, je pense que c'est dans les 60 millions comme frais de fonctionnement. C'est là que vous voyez donc les directeurs de ces hôpitaux se battent. Parce qu'il faudrait qu'ils fassent entrer de l'argent. Et on ne leur donne pas en retour l'argent pour procéder aux investissements nécessaires. C'est-à-dire qu'avec le comité de gestion de l'hôpital, il y a par exemple un problème d'eau. Est-ce qu'on peut acheter un suppresseur pour faire monter l'eau s'il y a les étages? Est-ce qu'on peut même changer les ampoules électriques ou acheter des appareils dans les blocs opératoires, ainsi de suite? Je n'en suis pas sûr. Des questions bien sûr liées à la sécurité. Donc le Cameroun est une curiosité planétaire. Merci Mbombo Mbengan. Dominique Audrey Oyengelek. C'est bien sûr une situation assez compliquée. Quand Mbombo lui pense que l'hôpital devrait être le lieu par excellence, je vais me dire l'expression puriste même de la propreté, et qu'aujourd'hui, que l'on sache que des formations sanitaires laissent à désirer, c'est assez embêtant quand même. Ça ne donne pas l'envie d'y aller, malheureusement. Si on va même simplement, si on se cantonne simplement à la définition même du terme hôpital, il est logique et clair que c'est un endroit où on va pour se soigner, c'est un endroit où on trouve une sorte de répit, de repos. La santé, le bien-être. Malheureusement, on ne peut pas dire que ce soit le partage de nos hôpitaux aujourd'hui. Moi, j'aimerais simplement me cantonner aux déchets liés aux hôpitaux, aux déchets sanitaires. Qu'est-ce qu'on en fait? Malheureusement, aujourd'hui, lorsque vous allez jeter la poubelle dans des bacs qui sont situés près de ces hôpitaux-là, vous retrouvez des déchets organiques. Entendez par là des bouts de chair et autres. Vous trouvez même des seringues, du coton imbibé de sang. Malheureusement, au Cameroun, on n'a pas une politique
politique qui a été mise en place pour le traitement de ces déchets-là. Quelques rares fois, vous trouvez certaines formations qui brûlent comme ça à l'air libre ces déchets sanitaires-là. Ce n'est pas la méthode employée parce que malheureusement, on se retrouve à avoir des personnes qui vont développer des cancers du poumon à cause de ces matériaux qu'on aura brûlés à l'air libre. D'autres encore s'amusent à enfouir ces seringues-là dans le sol. Malheureusement, notre nappe phréatique, ce qui nous permet d'avoir de l'eau, est relativement proche du sol et on a malheureusement des eaux qui sont contaminées par ces matériaux-là. Vous vous rendez même parfois dans certains hôpitaux, vous vous rendez compte que l'odeur des toilettes laisse à désirer. On a des toiles d'araignée, on a la crasse un peu partout. Lorsque vous devez même vous coucher dans un lit, ce lit même, lorsque vous le regardez, vous vous demandez, mais attendez un peu, est-ce qu'il y a un personnel chargé de l'entretien de ces locaux? Malheureusement, aujourd'hui, lorsque vous allez, vous avez le risque de développer des infections nosocomiales. Donc, je pense qu'avec la situation sanitaire qui prévoit actuellement, il faudrait qu'on rassemble encore les personnes chargées et de l'entretien de ces locaux-là, parce qu'on multiplie les entrées et les sorties. Il faut rappeler les troupes, peut-être leur faire une petite augmentation de salaire en leur demandant de travailler un peu plus durant cette période-ci. Du moins, pour les encourager. Dominique Audé pense plutôt qu'il faudrait qu'il y ait peut-être une revalorisation pour les motiver. Et c'est pas mauvais. C'est pas mauvais non plus de toutes les façons. Voilà, on devrait faire ça. Avec vous, bien sûr, Karine Santia, lorsqu'on écoute effectivement les différentes approches ici, notamment celle de la revalorisation, celle de l'expression d'un espace hospitalier, expression justement de propriété, des questions liées à l'environnement qui sont assez compliquées sur le traitement des déchets, finalement on se demande à qui la responsabilité. La responsabilité à l'État du Cameroun, c'est l'État. Est-ce qu'on nous rejette un peu tout sur l'État? Ok. Le malade, quand on a opéré, fait comment pour avoir sa peau dans la poubelle? C'est lui. C'est lui. Si on vous met une perfusion et après on utilise, on ne met pas la seringue dans un endroit où on peut vraiment aller, je ne sais pas comment on fait, traiter les déchets et autres, c'est vous qui allez prendre encore vos déchets de traitement pour aller jeter. Rentrez chez vous avec. C'est vous qui allez jeter les emballages de votre perfusion. Vous rentrez chez vous avec. Ce sont des questions qu'on se pose. Au-delà même de cette hygiène, environnement, il y a la sécurité que M. Mbachou a évoquée. Combien de malades se sont fait arnaquer, agresser dans les hôpitaux? C'est-à-dire, vous êtes couché là, on vient voler votre bébé. On vole les bébés dans les hôpitaux au Cameroun. C'est la sécurité des patients, la sécurité des malades. On s'intéresse à ça. Au Cameroun, on a vu, nous-mêmes, on a vu ici en 2016 comment est-ce qu'on a opéré une femme devant tout le monde, en pleine rue, devant l'hôpital. C'est la sécurité. On parle de quoi? À l'hôpital, là, quand vous arrivez, même on va parler de l'aspect psychologique du malade. L'hôpital vous évoque quoi? Ça fait aussi partie du marketing de l'hôpital. C'est-à-dire que l'hôpital vous évoque la guérison. L'hôpital vous évoque l'espoir. C'est le contraire aujourd'hui. C'est pourquoi la couleur de l'hôpital, c'est le bleu et le blanc pour la plupart du temps. Pourquoi? Parce que quand vous arrivez à l'hôpital, vous avez l'espoir, vous avez l'impression que tout sera beau, tout va aller. Mais quand vous arrivez dans nos hôpitaux aujourd'hui, seulement les carreaux vous font comprendre que c'est demain que vous allez mourir. et malheur à vous, pendant qu'on fait une opération, qu'on coupe l'électricité. Il y a des gens qu'on a mis sur respiratoire dans les hôpitaux au Cameroun. On a coupé l'électricité et ils sont décédés. C'est la sécurité du patient. On parle aujourd'hui des personnes qui sont parfois entrées dans les hôpitaux et qui ont, vous entrez, on ne vous identifie pas, vous ressortez sans qu'on ne sache qui est entré, qui est sorti. Parfois, même le personnel soignant, parfois est faux. On vous dit que fausse infirmière qui est venue ici, elle a pris le bébé de quelqu'un, elle a dit qu'elle partait à la maternité avec, c'est sorti, c'est descendu et puis l'enfant a disparu. Tout ça, ça fait partie de la sécurité du malade. On a besoin de sécurité. C'est pourquoi ça commence depuis l'accueil. Et je pense que le ministre Mouma Fouda avait entrepris une opération pareille qui n'a finalement pas porté ses fruits si aujourd'hui on continue encore à nous parler des bébés disparus dans les hôpitaux. On dit qu'il faut la présence du personnel dans tous les services à l'hôpital. Dans tous les services. Mais aujourd'hui, lorsque vous arrivez même à l'hôpital, c'est à peine si la personne qui vous reçoit vous regarde même dans le visage pour prendre votre nom. Donc l'hôpital est très compliqué aujourd'hui. Charles Hamel, on va sortir vraiment de ce sujet-là de façon synthétique. Peut-être pas synthétique, mais question de résumer. Comment en sortir
Est-ce que le Covid-19 va nous aider à en sortir finalement? La première méthode pour en sortir, tous les médecins, professeurs réunis nous ont dit la propreté, l'hygiène. Commençons d'abord par la propreté. La formation sanitaire. Je dis c'est la base d'abord. La toute première, c'est la propreté, c'est l'hygiène. Alors, lorsque vous regardez, vous arrivez en pédiatrie, les pédiatres ont une façon, un type de blouse, ils ont un type de, comment on va dire, d'insigne. Vous allez en cancérologie, en oncologie, vous allez vous rendre compte, chaque département, il faudrait, après l'hygiène, qu'on essaye de classifier qui est qui et qui fait quoi. L'infirmière doit avoir sa couleur. La personne qui travaille au laboratoire doit avoir sa couleur. Le chirurgien doit avoir. Donc quand on arrive, il ne faut pas que ce soit comme le policier qu'on voit en route. N'importe quel policier, chef, mon commissaire, même si c'est un sangalon, on dit mon commissaire, mon commandant. Il faut identifier. Oui, il faut identifier. J'ai affaire à qui, à quoi, je discute comment. Vous savez que la partie produit d'entretien, de nettoyage, est la première, c'est la première poche dans une formation sanitaire. C'est la première dépense dans une formation sanitaire et c'est elle-même qui récupère, qui prend beaucoup d'argent. Désinfectant. Quel type de désinfectant? Imaginez-vous que dans certains hôpitaux, je vais taire le nom, on se retrouve à utiliser les poudres là, le détergent en poudre. C'est ça qu'on, je vous dis, le détergent en poudre qu'on utilise pour laver et on verse un peu de l'eau de javel. Je vous dis, on verse un peu de l'eau de javel. Or qu'il y a des microbes. Quand vous versez le javel, il danse le croissant comme ça dessus. Il est tranquille, il est à l'aise. Je parle trivialement pour que vous compreniez qu'il y a des microbes, des virus qui l'eau de javel ne fait absolument rien. Il faut utiliser l'ensemble des désinfectants. Ce n'est pas le cas. Vous avez, on va le dire des toits, ça c'est une infirmière qui se plaint. Une infirmière qui se plaint en disant, mais vous vous rendez compte qu'on finit de faire les soins, on ne stérilise pas, on revient le lendemain matin, c'est chacun qui vient, qui sort l'alcool. Or qu'il y a des endroits où on doit déposer les produits pour pouvoir, ça passe la nuit, les appareils on doit mettre à l'intérieur pour stériliser le matin, on vient, on utilise. Ces appareils sont en panne. Est-ce qu'au niveau de l'hygiène, on a travaillé là-dessus? Il faudrait encore se poser la question. J'ai observé, vous avez des gars malades, jusqu'aujourd'hui on parle du Covid, qui dorment sur des nattes à l'hôpital à Quintigny. Et c'est eux qui dorment le sol le matin. Je dis qui dort. Vous avez des malades qui vomissent dans les seaux, qui font pipi dans les seaux, des gars malades. Oui, je dis jusqu'à présent, puisqu'on parle de l'hygiène, où est la sécurité dans nos différentes formations? Vous avez des brancardiers. Je termine par là. Vraiment, allez voir. Je préfère ne pas en parler, de peur qu'on dise, allez voir ceux qu'on appelle des brancardiers. Ont-ils été formés à la question du brancardier, comme on dit, ce métier, c'est un métier très noble du brancardier. Oui, évidemment, c'est des urgentistes qui le font. Allez voir ceux qui pratiquent. Dans quelles conditions ils pratiquent. Vous avez des j'ai vu un brancardier l'autre jour, on dirait que sa tenue est un musée. Parce qu'il y a des endroits où il a mangé le héros, il a tapé le héros de ce côté, il y a là-bas sur le coquille. Sur son pantalon. Vous retrouvez, vous vous demandez, est-ce qu'on est dans une formation sanitaire? À un endroit, vous avez, c'est comme si c'est le coquille. Vous vous demandez, mais on est en train d'aller où dans ce pays? Charles Mbachou avec nous ce matin. On va quand même garder le courage de toujours nous rendre à l'hôpital lorsqu'on est malade. Et c'est vrai qu'on peut l'occasion de changer. Oui, il faut changer. Il faut justement que l'administration globalement change et dire aux Camerounais, lorsque vous vous sentez très mal, allez à l'hôpital vous faire soigner, vous faire suivre. C'est important, mais surtout inviter les directeurs des hôpitaux, quels que soient les centres hospitaliers du Cameroun, vraiment à plus de rigueur dans la sécurité, l'hygiène et l'environnement. Madame, Messieurs, restez des nôtres. Nous vous retrouverons dans un instant, juste après cette pause que nous prenons. Merci de nous retrouver pour cette deuxième et dernière partie de l'émission 10-12, le Zénith. C'est vrai, vous vous rendez compte qu'on est souriant, c'est parce qu'en réalité, on est un tout petit peu dépassé par les événements. On se demande dans quel pays on vit et c'est assez compliqué quand même lorsqu'on a écouté avec maestria la colère de Charles Hamel et cette colère-là qui ne nous laisse pas indifférents. On se pose encore des questions dans quel pays est-ce qu'on vit. Mais au-delà des questions, quand même, on va saluer ce matin le roi Sokunju de Bamenju qui hier a fait une sortie, on dirait une missive sur sa page Facebook en s'adressant intelligemment au premier citoyen camerounais en le traitant effectivement de chef et en lui rappelant que la parole du notable n'est pas la parole du chef
et la parole du chef n'est pas celle du notable. Nous attendons le chef. Pour revenir avec vous sur le plateau, madame, messieurs, Karine Sontia, toujours là, Mbombo Bengan, Charles Amel Bachou et surtout Dominique Audrey Oyengelek. Nous allons tout de suite prendre vos nombreux messages, tellement il y en a ce jour. On va lire quelques-uns quand même. Notre système sanitaire est zéro. Ah, c'est Tony Franck Damchouat qui nous écrit. Il poursuit en disant que, ayant dit ça, il ne faut s'attendre à rien de bon. J'ai personnellement passé 2 semaines dans un hôpital de référence de la ville de Douala avec un bébé de 6 mois. Et je peux vous dire qu'on y entre avec une maladie et qu'on chope une autre sur place. Avant même de parler d'hygiène, il y a aussi les conditions d'hospitalisation. En pleine saison sèche, les salles d'hospitalisation en pédiatrie ne sont pas ventilées dans la nuit. Vous êtes obligé d'ouvrir les fenêtres et là, les moustiques se chargent de vous faire passer une nuit blanche. La femme qui s'occupe du ménage a un seau d'eau pour nettoyer 6 salles d'hospitalisation pour la qualité de l'eau. Alors, même quand ça coule, c'est du venez voir. Bref, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a déjà eu des plaintes par le passé, mais le gouvernement est toujours aussi muet car ils partent se soigner en Europe. Aujourd'hui, que chacun doit rester chez soi pour faire face au Covid, peut-être qu'ils vont ouvrir les yeux sur tout leur tard. La souveraineté passe aussi par la capacité à pouvoir se doter d'un bon système sanitaire. Ce qu'on sait en même temps, c'est que ce matin, ils sont assez nombreux qui nous regardent dans leurs différents bureaux. On vous salue, monsieur et madame, les directeurs et directrices des hôpitaux ou des centres hospitaliers du Cameroun. S'il vous plaît, nous vous regardons. Nous savons que vous faites un travail respectable et nous comptons sur vous pour un changement immédiat et radical. Karine Sontia. Alors, très bonne histoire merci pour les différents conseils. À mon humble avis, l'éducation n'est pas un standard. Chaque enfant vient avec sa part, surtout les garçons. Il faudrait aussi qu'on mette en avant la psychologie de l'enfant. Charles Amel en avait déjà parlé. Même si un papa a fait 2 ans hors de la maison, un père reste un père et le chef de famille. Papa André doit trouver les voies et moyens pour remettre son fils sur les rails. S'il trouve qu'il est assez grand alors qu'il sorte de sa maison, il faut le lui dire. Chez moi, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Si tu es assez grand pour ne pas respecter les consignes, monsieur va chez toi et fait ce que tu veux là-bas. Par rapport à la colère, Charles Amel, même certaines cliniques de notre pays laissent à désirer. C'est Dieu qui nous garde dans ce pays. Même les simples mesures d'hygiène ne sont pas respectées. Si tu revendiques, l'infirmière te regarde de haut. Genre, tu veux nous montrer quoi? Ma poids immense depuis Dakar. Charles Amel, oui, je veux absolument rebondir. Oui, je vais prendre un cas. Je prends la période du président Aïdio. Chaque fois qu'il sortait dans l'une de ses Renault 4, parce que c'était ces véhicules banalisés qu'il utilisait, il ne traversait jamais sans s'arrêter dans une formation médicale. Et la dernière en date, on a eu Messa, par exemple, il y avait une annexe à Messa où, je pense bien, une fois il s'était arrêté, personne ne l'attendait, il s'est arrêté, il est entré, il a regardé, il est sorti, il est parti, on a dit le président était là, le président a fait un tour, il est rentré. 2 jours après, on a chassé le responsable, on a affecté une nouvelle personne, on a refait et les murs, renettoyé, réaménagé en termes de lits. Plusieurs fois dans cette émission, on a présenté Amaroua, on a présenté Garoua, on a présenté certains établissements de formation sanitaire ici même, où la qualité de lit est approximative. Donc, j'estime que ça, ce n'est pas que c'est l'argent qui manque. Non. C'est quoi? Il y a l'argent. Mais cet argent est destiné plus à la profondeur de la poche qu'on porte, sur laquelle contient, que par rapport à la gestion de l'entretien. C'est très simple à le dire. Quand on vous dit, voilà quelqu'un qui vous dit qu'un seau pour 6, vous avez des bâtiments, je prends à la Quintine, vous avez des bâtiments où sur toute la l'eau, il n'y a même pas un petit point d'eau. Ça veut dire que vous pouvez étouffer la nuit, il faut que vous descendez jusqu'au rez-de-chaussée, vous courez pour aller à un petit point d'eau qu'on a aménagé. Or, tous les différents ailes devraient être aménagés par des points d'eau. Vous pouvez suffoquer la nuit, il faut vous laver. Donc, il y a tout ça qui devrait jouer et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas parce que l'argent manque. Il y a l'argent. Il y a vraiment et franchement de l'argent. Mais ça va plus. C'est la volonté politique qui manque. À la suite de Charles Amel, je vous dis, à compte d'expérience personnelle. Amadou Aïdjo vient un dimanche matin, 6h30, pour regarder les constructions de marché que nous on appelait marché Lagos. Vous appelez marché central de Douala. Nous on ne le connaissait pas. Les aînés qui ont vu une voiture banalisée, c'était un petit Citroën
que nous on l'appelait bec de canard. Avec 2 personnes, vraiment, il nous dit, les gars disent jouer, on ne savait rien. C'est les aînés qui disaient, bon, peut-être regarde la Cameroun Tribune. Il inspecte le marché. Quand il vient regarder le centre des grands endémies, qui est en face du commissariat de Camberto, je pense que c'est le 3e arrondissement, oui. Il vient, heureusement pour le directeur de ce centre des grandes endémies, il le trouve là lui aussi, puisque à l'époque, il y a ce qu'on appelle la conscience professionnelle. Lui aussi, un dimanche, il est en sport, mais il vient quand même regarder comment l'institution. Il se trouve là et effectivement, il lui fait des besoins là qui étaient là. Quand il rentre, il appelle le ministre. Papa, on aménage. Et c'est ce qu'il a dit qu'on appelle plateau technique. Et c'est comme ça qu'on a fait aussi pour créer ce qu'on appelle le centre de pneumonie, la Quintini. Vous voyez que c'est détaché de l'enceinte de l'hôpital La Quintini. Là où on prend des maladies respiratoires et tout. Donc, voilà comment ça se fait. Et c'était propre. Précisément, on pouvait rendre visite à un malade atteint de tuberculose. Sans problème, on prenait les masques et tout. Mais vraiment, la propreté, déjà, on y insistait. Donc, aujourd'hui, la volonté politique manque. Parce que si on se pliait au moins au fait que le budget d'un État doit avoir au moins 15% doit être alloué à la santé et que c'était respecté, je pense que les choses allaient être bien. Et surtout que l'hôpital a 2 choses fondamentales, l'administration des soins et les recherches. Oui. Voilà. L'administration des soins et la recherche, justement. Qu'on ne retrouve peut-être pas, je suppose aussi. Mais quand vous venez dire l'hôpital central de Yaoundé, l'hôpital La Quintini, que bon, en fin d'année, il faudrait que vos chiffres soient à 8 milliards de francs. Et vous leur donnez comme fonds de roulement 70 millions. Attendez, c'est quoi? Allez, Karine Santia, on va poursuivre avec la lecture des messages ce matin. L'idéal serait que le père et la mère s'occupent conjointement de l'éducation des enfants. Mais face à une société de plus en plus contraignante, où la lutte pour la survie devient déterminante, les parents sont souvent contraints de sacrifier une grande part de l'éducation des enfants sur l'autel de la recherche du confort matériel minimal. Papa André, ne pointez pas un doigt accusateur sur votre compagne. Elle a fait ce qu'elle pouvait. Votre cas n'est pas désespéré. Les psychologues, les conseillers familiaux et autres services spécialisés regorgent d'experts qui traitent ce type de cas. Courage. Bon Henri conseil. Michel. Oui, sauf qu'il y a une question que tout homme se pose toujours. Comment ma femme a vécu ça? Elle ne m'a pas tenu informé. C'est une question que tous les hommes rendus, lorsqu'on est dépassé, on dit mais comment est-ce que ça a commencé même? Je n'ai pas été. Comment j'ai fait pour ne pas savoir? Voilà. Et c'est ça qui crée. Vous permettez de faire une petite anecdote? Ouais. Moi, je suis à Douala. Moi, j'ai mon épouse à Yaoundé. Et un jour, elle m'appelle ici. Elle me dit écoute, est-ce que tu sais que notre fils aîné, il a posé un acte comme ci, comme ça? Je lui dis ah bon? Elle me dit oui. Elle dit ok. Je suppose qu'elle n'a rien fait à Yaoundé. Ben, je lui dis passe le téléphone, on va se parler un peu. Ça va, Alfred? Ça va bien, papa? Qu'est-ce que tu as fait? Non, c'est vrai ce que maman m'a dit. Est-ce que c'est vrai ce que maman m'a dit? Oui, papa, je l'ai fait. Je quitte de Douala samedi. Je viens à Yaoundé, c'est pour te fesser et retourner. Et exactement, quand je repars à Yaoundé, j'ai passé une journée à le fesser. Voilà. Toute une journée à le fesser. Dieu merci. Et quand je reviens sur Yaoundé le lundi, je demande à sa mère, ça se passe comment? Il me dit non, ça va. Voilà, c'est cette question-là. Tu as voyagé pour aller fou? Non, j'ai voyagé, je suis parti. Parce qu'en même temps, on est au boulot, oui. On a une famille, on a des enfants. Voilà. C'est vrai, c'est assez compliqué parce que nous sommes ici, on a des enfants de l'autre côté de la ville. C'est assez compliqué, mais il faut tenir, il faut écouter. Moi, je pense aussi, c'est un avis personnel, que Papa André, au-delà de tout, devra venir. Mais mon gars, on se ferme dans la chambre, toi et moi. Je vous ai dit ça. Allez, c'est à terre. Je vous ai dit ça, que c'est comme ça. Allez, vraiment. Mon gars, et si il finit par vous battre sur vous? Non, écoutez, c'est qu'il y a rien. Ce n'est pas mon enfant. Non. Justement, voilà ce qu'on faisait. Nous avons, comme a dit Audrey, et vous d'ailleurs, c'est le dernier qui te disait, voilà. Mais comment nos parents faisaient? Ils te tapent, ils te donnent 2 gifles et disent, si tu es un homme, viens, si tu es un homme, rentre. Bon, il faut donc voir comment tu vas faire 2 gifles. Mais c'est comme ça, et c'est ça qui dépasse donc nos frères qui sont en Europe. Je peux vous assurer. Nos frères en Europe, c'est l'enfant qui a tous les droits.
tu peux parler fort devant un enfant, on te chasse de la maison. Donc, ceux qui sont plus intelligents, ils envoient leurs enfants ici. Ah ben non, désolé, Justement désolé pour avoir de vous raconter l'histoire. N'ayez pas l'impression que je suis un papa violent, mais c'est que... Mais la violence Vous n'avez pas besoin de vous justifier pour redresser en nos même enfants, temps. à un moment C'est donné, c'est on a votre besoin du bâton. procédure. Vous êtes violent. Je dis, la seule fois où j'ai reçu j'ai été battue par mon père, une fois c'était la gifle, 2 gifles, et la dernière fois c'était... J'étais pas rentrée de l'école très tôt. Ma maman m'avait attachée. J'ai pu détacher. J'ai fui. Et mon papa m'a repris. Quand il m'a retrouvée dans la ville de Douala, j'avais 25 francs en main. J'étais déjà au niveau d'école publique. J'allais à Bonamou, ça chez ma tante. Donc, il m'a retrouvée là-bas à école publique. Il m'a ramenée à la maison. Et cette fois-ci, ce n'était pas attaché. Il m'a fouetté et il m'a dit, sors. Tu pars. Voilà. Et comme tu n'aimais pas la chose, comme tu n'aimes pas être bastonné, tu as commencé à C'est ça, te je dis qu'à un moment donné, il faut ça. Moi, mon aîné, il avait, je pense, 40 ans. Il avait 40 ans un jour. Il a élevé la voix dans la maison. Mon père était couché, il dit, qui parle fort sur mon toit? C'est fini en bagarre. J'ai dit, qui parle fort sur mon toit? Je ne sais pas comment. vous voyez jusqu'où? On vous dit, parfois même vous arrivez à la maison, le papa vous trouve, vous avez croisé les pieds. Il dit, c'est chez moi. Dans le salon de qui? Tu croises le ou vous sifflez, vous avez l'erreur de siffler dans la maison. Bon, les parents détestent ça. Je vous dis, Non, mais Mais les parents c'est là où on voit Mais l'éducation. on va quand même nuancer en disant qu'au-delà de tout, il faut parler. être complice avec les enfants. Mais ils ont été complices. Nos parents, on est des Mais c'est qu'il y a des complices. parents, il y a des parents qui sont... Non mais, il y a des parents qui sont tellement durs qu'ils ne savent même plus créer de complicité, d'échange, de c'est cadre. c'est donc là le rôle de maman. Je vous ai dit tout à l'heure, nous on a Donc, vécu ça. parfois d'être violent, Quelquefois c'est maman qui est dur. autoritaire et là, maman Le père qui dit, renvoie, je vais dire à qui rabaisse. C'est comme ça, puisque au finish, ça va devenir, si on va à l'histoire, les 2 parents resteront seuls. Quand cet enfant va aussi Il y grandir, a plus un c'est autre donc enfant. ça les étapes du mariage. Mais, bon. La première étape du mariage, c'est le soupçon. D'abord, non, la première étape, c'est l'acclimatation. Vous vous connaissez, vous vous espionnez. Deuxième étape, c'est Vous le soupçonnez. soupçon. Troisième étape, c'est l'accomplissement. Là où les enfants sont partis. C'est ça. Tous les enfants sont partis. Vous revivez comment? Et justement, quand on vous parle donc de l'éducation au mariage, nous, on a vécu ça. Donc, quand papa te tape, il te ramène, ou il y a maman qui te ramène à la maison et te dit, tu as vu, non? Quand je te dis Je fais ici comme que, ça, quand fais je comme te ça. dis Voilà. ici que, C'est sache ça, le donc bâton, que... il a- c'est Et ça. papa revient le C'est ça, lendemain le et te bâton dit, et la mon fils, carotte. tu as déjà 11 ans. Le bâton et de la carotte. Tu as déjà 11 11 ans. ans. Tu vas et tu dois être grand. Tu dois avoir ta maison, tes enfants, comment tu vas... Voilà comment c'est fait. Dominique Donc, Audrey, ce n'était pas des parents nous sommes à fouettards qui plus de faisaient 20 pire, ans non. aujourd'hui que mon père est décédé. 20 ans. Je ne parviens pas à m'asseoir dans son salon. Très bien. Je dis, lorsque je ne parviens pas à m'asseoir. Non, ce n'est pas le traumatisme. Je ne parviens pas à m'asseoir dans son C'est salon. Vous avez l'impression qu'il est toujours là. Oui, je ne parviens pas à m'asseoir Merci. dans son salon. Merci Dominique Audrey, rapidement pour chuter. C'est pas le traumatisme. Voilà Dominique donc Audrey les pour faux chuter. savants. Non, Dominique vous, Audrey, vous faut avez chuter. été traumatisé. Non. Oui, on doit pouvoir s'asseoir dans le canapé avec son Mais père. On doit justement, pouvoir- nous on- qui avons la chance d'avoir nos parents vivants, on les rappelle par leur prénom. Oui, moi On les dit, j'appelle ma mère par voilà. son prénom. Mais avant c'est ma c'était mère. papa, maintenant il n'y a plus papa. Et Bon. tu l'appelles pas ton nom, tu dis gars. Comment on fait? Moi, mes frères qui vont dire allons prendre une là, mon père, je sais pas, non, je dis comment. Vous me laissez comme On peut oui. avoir le courage d'appeler Non, maman moi- copine. Vous moi, direz Appeler ma- même par son nom. ma- Oui. au répé. Mais à l'époque, on ne pouvait pas toucher sa machine. Hein. Non, On non, pouvait non, passer non, à non. côté. Bon, Le nous- père à l'époque, c'était le baron. Non, bon, vous direz peut-être que c'est parce que j'ai grandi avec ma grand-mère, mais avec ma grand-mère, c'était si tu veux quelque chose, tu demandes et on te le C'est donne. ça. Mais c'est comme ça. C'est comme Non, ça avec les partout. parents, on demande. Mais c'est comme ça Moi, partout. je suis contre. Vraiment, Merci. monsieur Ngatchou, ne voyagez plus pour aller nous foutre l'enfant. Non, l'enfant risque d'échapper De à dépasser quelque sa chose. maman. Il ne faut pas nous Lorsqu'on traumatiser lui les papa lui dit enfants. que papa est en route pour toi, vous allez voir. C'est lui qui va Il va parler. tout va ranger. Il va tout nettoyer, ranger. il va repasser. Et même les notes à l'école vont grimper. Oui. Ouais. Non mais écoutez, de toutes les façons, on vous raconte un tout petit peu nos Non, mais histoires c'est- aussi. ça fait peur. C'est pour vous dire que nous partageons les mêmes réalités au quotidien. N'ayez pas l'impression, parce que nous sommes derrière les caméras, que nous sommes différents de Ouais. vous. Non, nous partageons les mêmes réalités et nous avons, on va dire, quasiment les mêmes vécus. Nos enfants, quoi qu'il en soit, nous devrions tout faire pour les sauver. Donc, vous parents qui avez peut-être 35 ans comme moi, n'hésitez pas à prendre très au sérieux l'éducation de vos enfants en main. Vous, maman, créez justement un cadre de complicité avec vos maris ou votre
votre conjoint pour pouvoir rattraper l'éducation de vos enfants. Et ne faites pas ce qu'on appelle des enfants gâtés. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas choyer les enfants avec tout. Avec un degré. N'oubliez vraiment pas, nous ne à sommes pas chez les l'extrême. Blancs. Nous sommes en Afrique. Si Et nous, vous en vivez dans Afrique, une on est en situation réalité difficile, faites africaine. voir aux enfants que la situation Merci. est difficile. Voilà, et si Allez. on n'est pas dans une situation difficile, on Faites met voir. La vie n'est pas Enfant, facile. que Comme la- vous y êtes arrivé parce Vous que savez- vous vous êtes battu. Vous savez pourquoi de 0 à 10 ans l'enfant est esclave? Parce qu'on lui enseigne le non. Tout à fait. C'est le non qu'on lui enseigne. Je veux le bonbon, non. Je veux allumer la télé, non. C'est le non qu'on lui Mais on enseigne. explique le nom quand même. C'est entre 10 et 20 ans qu'on lui explique le non. Ouais. Pas pour le moment. Maintenant, je vais peut-être préciser Charles Amel Bachou, Bomo Bengan, Karine Sonse et Dominique Audrey. J'ai eu la chance, il y a quelque temps, de côtoyer un prêtre avec qui j'échangeais, c'est-à-dire un ami prêtre, et avec qui on a abordé certaines questions. Et il me disait, Monsieur Ngachou Michel, lorsqu'on éduque son enfant entre 0 et 11 ans, c'est-à-dire vous avez le temps entre 0 et 11 ans pour éduquer votre enfant, quand vous avez perdu ce moment-là de votre vie avec cet enfant, il n'est plus évident de le rattraper. C'est fini, oui. Parce qu'entre 0 et 9 ans, vous donnez tout ce qu'il faut donner. Ça. Et jusqu'à 11 ans, Dominique, oui. mourrez même, il précise, dit, mourrez même, vous avez sémé la graine en cet enfant. Voilà. Il y aura en lui ce qu'on appelle l'effet Oui. de ronflement Vous avez compris. par après. Donc, vraiment, moi, je pense, nous pensons que c'est des avis C'est pourquoi simplement qu'on c'est a pas sur le plateau évident pour d'éduquer évoluer. un enfant qui est déjà grand. Merci, mesdames et messieurs. Poursuivons notre émission 10-12 le Zénith. Vraiment, merci pour vos nombreuses contributions. On vous l'a très bien dit, on les lira. On va les lire et on va échanger comme à l'accoutumée. Vous connaissez les différentes pages, les différents numéros. Merci pour tout. Dans un instant, nous irons voir un tout petit peu comment ça se passe sur la toile. Vos nombreuses réactions, les sujets qui vous ont parlé depuis ces 24 heures. D'ailleurs, on vous l'a très bien dit en passant, on salue encore Sa Majesté Sokonjo qui a fait une sortie mémorable, formidable, fantastique, respectable, paternelle. Je cherche encore des qualificatifs. Royal peut-être. Royal, si vous voulez. Merci. Karine Sontia, c'est avec vous. Alors, cette fois-ci, on commence par un autre sujet qui nous intéresse, qui vous intéresse aussi. On parle des confinés de la ville de Yaoundé, à Olembe et d'autres endroits de la ville, qui se plaignent des conditions de leur confinement, l'espace dans lequel ils sont confinés, insalubre, la nourriture qu'on sert à ces confinés aussi, et aussi même que ces sites-là n'ont pas été aménagés dans certains espaces, il n'y a pas de lit et tout, donc ils se plaignent de ça et disent que dans ces conditions-là, ce ne sera pas évident pour eux de supporter 14 jours. Ils n'ont même pas un seul lit là-bas? Il y a quand même des matelas? Peut-être que vous avez vu des matelas. Dans le- Bon, on dit que ça va venir. Ça va venir. Parce qu'on voit quand même à l'image quelques... Mais on ne voit pas encore de matelas. Ah, il y a quand même Il y a un lit. Ah, semblable à ces lits des hôpitaux. D'étudiants aussi parfois. Mais ils sont malades. C'est les lits d'hôpital qu'on doit se servir. D'accord. On doit servir quoi, les Ok, lits donc d'hôtel? déjà il y a des lits. Ok. Allez, mais il y a une question que nous posions également ce Peut-être qu'ils se matin. plaignent trop. Peut-être se plaignent trop. Peut-être, est-ce que ça ne va pas créer un autre problème, Charles Amel Bachou? C'est-à-dire, psychologiquement, est-ce que les confinés ne peuvent pas être atteints? Alors, il faut être clair, moi je ne savais même plus qu'il existait des logements sociaux. Comment, on a remis, oui, on avait remis Il y les en clés. a, on l'aimait, il y en On a. avait remis les clés. C'était une cérémonie où on a fait beaucoup de ramdam. On a remis les clés à tout le monde. Donc on savait même qu'il n'y avait plus de maisons. Bon, si il y a des maisons, c'est déjà bien, la première chose. Je crois que quand on aménage un site comme celui-là pour des personnes qui ont un certain standing de vie, ne nous éloignons pas de cette expression, un certain standing de vie. Même si vous donnez l'approximatif, ça ne va pas lui plaire. Vous avez des gens qui ont fait des voyages en première classe, excusez-moi, je ne sais pas si ça existe encore, première ou classique, ou qui ont un certain niveau de vie. Lorsque vous leur amenez à aller vivre dans un univers comme celui-là, où peut-être les portes ne sont pas bien fermées, où la qualité du sol n'est pas bien aménagée, où les murs même ne sont pas, mais où la qualité de l'eau, il va se poser une question, je vais manger quoi? Qui va me
nourrir. Parce que confiner quelqu'un, c'est de prendre littéralement en charge. Il a des besoins, il a une façon de confiner. Ce n'est pas vous ne l'avez pas mis en cellule, vous ne l'avez pas interdit de faire un certain nombre de choses. Il y a des confinés qui aiment fumer, il y a des confinés qui aiment ci, qui aiment ça. On va envoyer. Il faudrait tout un personnel, je pense bien un personnel qu'on devrait mettre à disposition pour permettre à ces personnes de n'avoir pas le stress. J'ai discuté avec 2 ou 3 personnes qui sont en Angleterre, l'autre en France, qui m'appellent en disant, les gens, en plus de coronavirus, il y a des gens qui se suicident. Et ça, on n'a pas compté ça, on n'a pas fait le décompte. Il y a des gens qui se suicident parce qu'ils ne supportent pas le confinement, la solitude. Il y a des gens qui sont habitués à sortir tous les matins. Vous ne pouvez pas dire bonjour à votre voisin. C'est chacun qui est cloisonné. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants. Oui, il y a des gens qui ont des enfants qui n'ont pas d'enfants. Ils se retrouvent là à tourner tout le temps à la maison. Ils tournent, ils vont un peu au balcon, ils reviennent. Tout est désert, vous ne pouvez rien dire. Le téléphone, il appelle. À un moment donné, il craque. On a vu, il y a plusieurs personnes qui ont craqué. Ils s'expliquent en disant, il faut en parler. Donc, vous avez ces confinés qui arrivent. La famille ne peut pas venir. Les conditions, même l'air respirable, ça peut être une salle. Les logements qu'on a donnés, ça peut être des logements qui n'ont pas été habités. La qualité d'air à respirer, il faut un minimum d'aménagement pour permettre à ces personnes. C'est bien dommage. On s'est rendu compte qu'il n'y a même pas de téléviseur là-bas. Voilà, au moins pour s'informer en permanence. C'est assez compliqué pour ces confinés-là. Il faut faire quelque chose urgemment. Voilà. Mais le Cameroun est un pays plein de contradictions. La première contradiction vient, je vais m'inscrire à la suite de Charles Hamel. Nous avons des compatriotes dont on dit qu'ils ont détourné des milliards. Ils sont considérés comme des criminels. On les envoie en prison, on aménage leurs cellules. Voilà. Ceux-ci, ils sont malades, on les jette en pâture. Je ne comprends pas ça. Deuxième chose, nous avons, vous avez vu le comportement du politique dans notre pays. Le politique est en front office. Ce n'est pas mauvais parce que c'est lui qui doit être en front office. Mais quand vous écoutez le discours de Trump, de Angela Merkel, allons chez nous, de président sénégalais Macky Sall, il vous dit ce que le scientifique lui dit de dire. Donc il n'invente rien. Il est en front office, mais il écoute le scientifique. Il écoute l'administratif qui est le relais. Donc, en réalité, pour aller les loger là-bas, il fallait, en la crise a commencé, les anthropologues, il y a des besoins alimentaires, intégrer le corps social dans un problème qui concerne tout le monde. C'est comme ça que ça se fait. C'est-à-dire que avant, ce n'est pas le politique qui va dire bon, ils sont combien là? Ils peuvent pas. Voilà. Déjà à l'hôtel où on les a confinés, l'argent va commencer à augmenter. Amenez-les à Olembe. C'est comme ça qu'on décide chez nous. Donc, ça ne se fait pas comme ça. Il faudrait que, quand nous, on a fait les propositions d'aménager la polyclinique sur propre prison, on a dit, bon, on ne nous écoute pas. D'accord, on les met dans des hôtels et les dit, au lieu d'accompagner ce personnel de l'hôtel-là aux soins d'infirmiers, parce que là, vous les avez surpris. Voilà. Vous devez donc les former là d'urgence en leur disant, gars, les gars ne sortent plus. C'est vrai, on verra. Ensemble, nous sommes en train de gérer une crise, que ce soit les facilités au niveau de la fiscalité et tout, mais pour le moment, gérons votre personnel qui leur donne la nourriture, on les fait ceci. Pendant ce temps, on appelle le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, le ministre de Tian dit, bon, au Lembela, qu'est-ce qu'il faut? Nous avons les entreprises ici qui fabriquent les matelas. Voilà. Nous avons des gens qui peuvent fabriquer des lits en métallique. Il y en a. Et pendant ce temps, on est en train de faire et on envoie des gens pour regarder la peinture, pour Merci, voilà comment on se fait. Oui, je voulais prendre cet autre exemple, toujours à la suite de Mbambok. Ce matin, on a vécu une scène au niveau de marché des fleurs, où, sur instruction du ministre, on a demandé qu'on décharge toutes les personnes qui ont surchargé dans les taxis et sur les motos. Vous savez ce qui s'est passé? Non. Les benzikineux et les taximens ont garé, sont descendus pour bagarrer avec les policiers. Oui, je dis ce matin. Donc, je reviens à ça pour que vous compreniez un peu que vous aurez voulu faire quelque chose, vous amenez des gens dans cette zone. Expliquez-leur
on prend la peine d'expliquer, les gens ne veulent pas entendre. On aurait dit, ok, comme vous voulez entrer, comme Bamboka a pris le cas des cellules, des différentes cellules, où on a un ministre qui a refait sa cellule à près de 13 millions de francs CFA. On a avec la peinture et tout. Oui, un ministre, l'un des derniers même, 13 millions, il a acheté tout le confort, le matériel. On pouvait demander, bon voilà, l'État n'a pas d'argent, comment est-ce qu'on peut aménager? Est-ce qu'on peut vous permettre d'avoir une télé? C'est votre santé. Oui, pour permettre à ces personnes. Merci à vous, cher monsieur. Vous donne d'abord. Ce n'est pas des pestiférés. Il vous envoie dans son compte en banque, vous prenez ou bien. Merci, cher monsieur. Nous allons donner la possibilité à Karine Sontia de poursuivre avec la revue des réseaux sociaux. Alors, la revue des réseaux sociaux, deuxième sujet, on s'intéresse à la sortie de Sa Majesté Sokundju Jean Rameau, roi des Bamendjou, qui a fait une sortie importante sur sa page Facebook, dans laquelle il mentionne bien l'importance de la parole du chef en ce moment, en ces termes, je vais partager avec vous. La guerre surprend le peuple et les voyants au champ de bataille. Le peuple crie espérant le secours de son chef. Aucune voix ne sort de la chefferie que le dedans de la maison sans que comment. Le silence face à la détresse du peuple, c'est pour que le peuple se suicide ou pour qu'il aille en guerre sans que le chef ne crache sur leur poitrine. Jusqu'à le successeur, là va pleurer son père. Et un autre paragraphe que j'aimerais partager avec vous. Le peuple regarde la route de la chefferie en ce moment où il veut entendre la voix du chef pour le rassurer qu'il n'est pas abandonné, n'est pas orphelin. On dit que les notables ont parlé. Ils ont déjà mangé la maison du chef pour parler à sa place. La parole du chef n'est pas la parole des notables et la parole des notables n'est pas la parole du chef. Où le peuple crie comme ça au moment où le tonnerre gronde et que personne ne l'écoute. Parole de Sa Majesté Sokundju, roi des Bamendjou. Et bien là, Dominique Audrey, c'est une sortie quand même éclair, spectaculaire, fondamentale de Sa Majesté le roi Sokundju. Au moment où le Cameroun traverse une crise grave quand même. Je suis désolée, je ne la trouve pas spectaculaire parce qu'on l'avait précédemment fait ici. Tous les jours, on a demandé au président de le faire. Donc, c'est une autre demande. Il est quand même l'un des premiers chefs à faire cette sortie-là. On n'en voit pas assez. C'est le seul chef qui s'exprime lorsqu'il y a une situation au Cameroun. Ne dites pas le seul. Moi, j'ai jamais vu un autre chef s'exprimer depuis. C'est pas un mal que je le dis. Ce que je dis, c'est que c'est pas nouveau. Malheureusement, on l'a fait ici. Beaucoup de personnes s'attendent à ce que, je vais utiliser le même terme, que notre chef s'exprime et il ne le fera pas. Mais du moins, ce qui est sûr, c'est que le 20 mai, on le verra. Donc, attendez le 20 mai. Quand j'ai dit ça, j'ai également envie de dire que malheureusement, on voit, comme Père Bamboka il a pris l'exemple du Sénégal. Aujourd'hui, on peut dire que M. Macky Sall n'est que le porte-parole des différents comités qu'il a mis sur pied, parce que lui il se met en retrait, il ne peut pas parler parce qu'il ne maîtrise pas véritablement la maladie. Il a remis la responsabilité de gérer ce fléau-là à ces comités-là qui aujourd'hui disent qu'on a besoin que les populations fassent ceci, fassent ceci, fassent ceci. Maintenant, lui, il vient, il dit à la population, faites ça, pourquoi on en arrive là? Mais malheureusement, ce n'est pas le cas ici au Cameroun, donc on ne peut plus attendre. Moi, honnêtement, je vous dis, je n'attends plus qu'il se prononce parce qu'il ne le fera pas. Donc du moins ce sera une surprise qu'il le fasse. Même en cas de crise, on va se débrouiller. On va Bonbon Bengan. C'est une sortie, on dira, honorable aussi, de votre point de vue, de Sa Majesté Sokundju roi de Bamendjou? Non, honorable, moi je ne suis pas dans les qualificatifs, mais c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. C'est la même chose qu'on disait tout à l'heure, lorsqu'un enfant gronde, on dit « papa arrive ». C'est ce qu'il faut faire. Que ce soit sur le plan de l'armée, la défense. L'armée n'a qu'un seul chef. C'est lui qui donne. Quand le chef ne dit pas, il vous dit « ne tirez pas, vous ne tirez pas ». C'est comme ça. Quand vous dites « chef, on est en guerre », il dit « voilà comment, quel dispositif vous prenez ». C'est comme ça que ça se fait partout. Donc, et lui, il a pris la forme imagée qui est vraiment très... Et d'abord, tous les présidents, vous avez vu, c'est comme ça que ça se fait. Et notre pays, c'est que ce qui dérange, et ça, on nous traite, nous autres, d'antipatriotes, c'est ça. Comme le Camerounais a vite compris qu'il peut vivre sans les dirigeants, il peut se débrouiller. En fait, nous, on s'en est accommodé, pensant que c'était ça la norme, alors que nous,
on est quitté de la norme depuis longtemps. Lorsqu'on nous interpelle pour qu'on revienne à la norme, ça devient comme si on nous demande, c'était une mer à boire pour nous. Or, on veut nous mettre sur le droit chemin. C'est ce que le chef Soukoudjou dit. Mais attendez, vous ne pouvez être rassuré que si c'est le chef qui parle. C'est le chef qui parle, c'est lui qui donne des orientations, les notables relaient et appliquent. C'est tout, on ne peut pas dire le chef a dit que pendant qu'on fait de gauche à droite, ça ne se fait pas. Non, on vous dit qu'il n'est pas votre directeur de conscience, mon bon. Non. Et il y a quelqu'un qui a dit que ce n'est pas quand il va venir vous demander de laver. Que vous allez sortir avec les masques. Et donc, le chef organise. En fait, le chef est le porte-parole des notables. Ils sont allés, ils ont vu, chef, voilà. Il dit, voilà, voilà ce qu'on doit faire. Désormais, c'est comme ça que ça se fait. Moi, j'ai vu, si vous permettez, en quelques secondes, moi j'ai vu une publication qui m'a vraiment intéressée par rapport au fonds de solidarité qu'il aurait demandé. Il y a quelqu'un qui a dit très prochainement, on verra les motions de soutien à ce fonds de solidarité-là. Mais malheureusement, ces personnes ne demandent pas qu'ils le leur disent directement. C'est bien dommage. C'est bien dommage, c'est bien dommage. Allez, Karine Santia, avec vous, comme à l'accoutumée, vous retenez des sujets pour nous. On a quand même un troisième sujet ce matin. Hein. Oui, il y a beaucoup de sujets ce matin. On parle du traitement de Covid-19. Il y a une piste qui est en train d'être empruntée pour un vaccin. Et le vaccin qui est en train d'être emprunté aujourd'hui, qui est mis au traitement, c'est le BCG. Et les propositions de faire le test de ces examens-là ont été faites. Et hier, dans une émission télé, dans une chaîne française, on a entendu le présentateur proposer de faire ces tests-là en Afrique pour vérifier si vraiment le BCG, ça peut s'appliquer. Et tout est proposé même que les belles de nuit sont celles sur qui on fait souvent ces tests-là. Donc, ce sont des personnes assez exposées sur lesquelles on pourrait faire ces tests-là. Et puis, sur la toile, Samuel Eto'o a fait cette vidéo, il a publié sur son compte Facebook et il a fait un commentaire assez dur et la toile a compris qu'en fait, il y a comme une sensation de test de vaccin sur tout le peuple africain et tout le monde se lie à la théorie du complot aujourd'hui et personne n'en veut. Tout le monde est pour le fait de ne même pas utiliser de vaccin pendant un bon moment. Bon. C'est assez compliqué aussi parce que ce sujet de vaccin, tout le monde en parle sur Internet. C'est vrai que jusqu'ici, on a le sentiment que l'Afrique est devenue vraiment le cobaye de la planète. C'est-à-dire que le cobaye, c'est ici. On vient tester les vaccins sur les Africains. J'ai même d'ailleurs lu ce matin, quelque part, une déclaration. J'ai perdu, bien sûr, la mémoire sur celui qui a fait cette déclaration en disant que notre objectif, c'est de gagner l'Afrique et de faire en sorte que les Africains vivent en Afrique sans que l'Afrique ne puisse leur appartenir. C'est assez compliqué. De créer une Afrique sans les Africains. Une Afrique sans les Africains. Très bien. Oui. Allemand, merci. Je l'ai relu ce matin. C'était assez aberrant. Et nous pensons qu'il est temps d'inviter les Africains à prendre conscience. Les chefs d'État à prendre conscience. Charles Amène Bachou, vaccin. Vous nous disiez ici il y a quelques jours que vous n'avez jamais reçu de vaccin. Je le dis. Finalement, qu'est-ce qu'il faut dire à ces Africains-là? Je le dis et je n'encourage pas. Je le dis et je n'encourage pas les autres, chacun. Faites les choses avec votre conscience. Parce que moi, je vais vous dire, lorsqu'il faut que je mange, je fais brûler mon macabo, je mélange avec de l'huile, je mets un peu de sel, je mange. Lorsqu'il faut manger la banane, je fais tourner mon macabo, je le râpe, je l'épluche, je mets de l'huile, je jette les feuilles de ndolé, je tourne. Quand je veux manger mon plantain, on appelle ça le cidre de colo, je fais bien mon plantain, je mange et ma banane malaxée. Je mange bio. Vous ne me verrez pas avec vos produits chimiques. Donc, en Afrique, lorsqu'on veut tester le poison, on teste le poison sur le chat et le chien. On commence par le chien. Et lorsqu'on sent que le poison est plus fort, on teste sur le chat, d'où on dit que le chat a 7 vies. L'expression 7 vies, ça ne date pas d'aujourd'hui. Lorsqu'on veut évaluer la force d'un traitement, on le fait sur le singe et à une autre mesure, le chimpanzé. On voit les réactions,
On prend les animaux, on les élève, contrairement à ceux qui disaient qu'on faisait souffrir les animaux. On élève le singe, on voit comment le singe fait lorsqu'il a mal au ventre. Qu'est-ce qu'il cueille, qu'est-ce qu'il prend, il mange. On l'observe, on fait des notes, on commence à faire des assurances. Ah oui, le plus grand médecin, c'est le singe. Attention, c'est le singe. Le plus grand médecin, c'est le singe. Vous observez le singe. Je ne sais pas pourquoi on a choisi le serpent ici chez nous. On devrait utiliser le chimpanzé. Oui, quand il est malade, il se soigne pareil pour le chien, mais beaucoup plus pour le singe qui se rapproche de l'homme. Donc, dire comme ça, monsieur Michel Ngachou, je vais dire que à l'opposé, les Blancs nous voient comme les singes de ces arbres sur lesquels ils veulent tester trivialement leurs produits. Ça veut dire, non, je le dis très trivial. J'ai commencé par chez nous pour dire, nous on va sur les animaux, mais eux ils estiment qu'il faudrait tester sur nous. On se rappelle du VIH qu'on a distribué comme ça au niveau du Zaïre, à l'ancien Zaïre. Vous vous rappelez comment on a fait? On est passé par Mobutu qui a demandé à tout le monde, mettez-vous dehors. Vous savez que Mobutu était un dictateur à cette époque. Lorsqu'il a dit à tout le monde, 4 heures, tout le monde doit être dans les rues et se plier, tout le monde est sorti, s'est plié. Vous avez vu les ravages qu'on a connus dans cette zone. On est descendu au Niger, on a eu les vaccins qui n'étaient que de l'eau salée, qu'on a injecté pendant longtemps. On a eu des vaccins qui ont rendu les filles stériles pendant une bonne période. Bomba vous expliquera pour ce qui est du cas du Cameroun, ce que les gens ont eu à prendre, et il vous expliquera tout à l'heure. Donc, j'estime que pendant longtemps, on a servi de cobaye. On n'est même pas encore sorti du Covid, de la gestion du Covid. On est encore à peine en Afrique à réfléchir sur la méthodologie pour éviter. Parce qu'en Europe, on a dit, lavez-vous juste les mains, ne salez plus, salez avec les coudes. Mais chez nous, on dit même le téléphone portable pour faire le transfert, ne faites pas. En Europe, ils n'ont pas ce souci de transfert. Chez nous, on a dit, non, ne bâchez pas. En Europe, ils n'ont pas ce problème. Pendant que nous, on est en train de réfléchir, on nous dit, non, on va venir avec un vaccin, on va faire le protocole. L'OMS a déjà dit, attention, ça sera dur, il faudrait... Pourquoi vouloir sauver tant? Les chiffres, c'est 200 000 aux États-Unis. Allez consulter. Je pense que ça a augmenté. En France, on a eu 500, 600 combien de morts qu'on a eu seulement hier. Ils se vantaient même en disant que par rapport il y a 2 jours, oui, ça avait changé. En Italie, c'est pareil. Au lieu qu'ils mettent sur pied un vaccin pour pouvoir réussir à tester les cas et les soigner, ils souhaiteraient venir commencer par nous autres. Voilà pourquoi j'ai commencé par cette métaphore, pour que vous compreniez que finalement, nous ne sommes pas différents dans leur pensée. Une petite précision qui nous vient d'un téléspectateur averti, qui nous fait savoir qu'en ce qui concerne l'attente, du moins l'attente de la sortie du chef, Donald Trump aux États-Unis, 27 discours, Macron, 30 discours, Pedro Sanchez, Espagne, 26 discours, Giuseppe Conte d'Italie, 23 discours, Boris Johnson en Grande-Bretagne, 17 discours, Paul Biya, Cameroun, 0 discours. Ne dites pas ça, il y a 4 communiqués. Non, on n'a eu aucun discours du chef de l'État. Merci. Bonbon Bengan, vaccin ou pas, l'Afrique est mal partie. L'Afrique est bien partie, mais l'Afrique est bloquée par les gestionnaires des comptoirs coloniaux que nous avons dans la tête de nos États. Aujourd'hui, je le dis à Mondovision, nos mamans, certaines de nos mamans qui ont entre 60 et 72 ans, pour la plupart d'entre eux, ils souffrent de cancer. Ce cancer est dû justement au vaccin. Ça, c'est une révélation d'un vieux médecin français qui était ici au Cameroun. Il sait bien que les vaccins testés dans des lycées et collèges dans des années 60 à 75 étaient vraiment désagréables. Et c'est pour cette raison, quand vous avez entendu parler, ah oui, dépistage de cancer du sein, comment c'était devenu comme si, j'allais dire, comme si c'était une épidémie pour les Africains, le cas du Cameroun notamment. Non, c'est des méfaits, des conséquences du vaccin qu'on avait administré à certains de nos mamans. Donc, 2002, le journal Le Monde Diplomatique sort un ouvrage. C'est pour vous répondre, Karine. Afrique, cobaye des Big Pharma. C'est ça le titre. Vous pouvez le voir sur le Monde. Regardez n'importe quel modèle de recherche, mais aussi du Monde Diplomatique. Afrique, cobaye des Big Pharma. Ça a été toujours comme ça. Et pourquoi? C'est un journaliste français, Hugues Seraf. Il a fait un blog en 2006. Et ça a paru dans le journal Le Monde du 21 mars 2006. J'ai dit bien journal Le Monde du 21 mars 2006.
Le titre du journal, quand l'Afrique s'éveillera, nous l'enverrons se recoucher. Mais dans son blog, il a dit, quand l'Afrique s'éveillera, la France l'enverra se recoucher. Donc, en fait, c'est la France qui porte le voix, qui oriente toutes ces choses-là vers nous. Et il dit, la Chine et l'Inde nous ont trompés. Heureusement qu'il nous reste l'Afrique comme cobaye et comme icône de la pauvreté. Donc, voilà, ces choses-là sont expérimentées. Comment Covid-19 tue plus de gens que nous? Il y a le Portugal, il y a l'Espagne. Pourquoi on n'expérimente pas ces vaccins là-bas? Précisément comme dit Charles Hamel, parce que nous sommes considérés comme des singes qui peuvent quand même, qui peuvent mourir, qui ne comptent pas. Et dans le commerce mondial aujourd'hui, l'Afrique représente 2%. Et dans les 2%, l'Afrique du Sud ça représente 1,5%. Et le reste du continent africain représente 0,5%. Dans les échanges aujourd'hui, l'Organisation mondiale du commerce. Et c'est fait exprès. Pour le cas du Cameroun, nous avons donné le nickel et le cobalt aux Américains. Or, le Cameroun a la deuxième réserve du nickel et du cobalt. C'est à Lomé. À l'est du Cameroun. Oui, et le maire qui avait voulu, il ne s'est même pas soulevé. Il a seulement dit qu'est-ce qu'on ne peut pas faire un transfert de technologie. Il a fait plus de 14 ans de prison. Il venait de sortir bien dernièrement. 2008, nous avons le diamant dont on ne sait même pas la contenance. On l'a donné aux Coréens pour une exploitation de 25 ans, renouvelable tous les 10 ans jusqu'à épuisement. Non, il faut préciser. C'est-à-dire qu'ils viennent forer, ils prélèvent, ils amènent chez eux, ils traitent, ils conditionnent, ils vendent et ils nous donnent 20%. 20%, 10% parce que c'est sur notre sol et l'autre 10% parce que... Non, en réalité, il est temps aujourd'hui. Moi, je voudrais que là, on ne peut pas leur demander au chef d'État. Gbagbo et Kadhafi ont essayé, on sait le sort qui leur est réservé. C'est des scientifiques africains aujourd'hui. Moi, je voudrais qu'ils soient des gens fous. Je les appelle comme ça. Les fous, ce n'est pas pour les insulter, pour te dire, mais non, nous avons les protocoles, nous savons comment, quel protocole l'Organisation mondiale de la santé a mis en place pour faire les vaccins et tout. Nous pouvons expérimenter nos vaccins. D'accord. Et donc, mais est-ce que nous pouvons donc parler fort lorsque Macron va dire « allez ». En tout cas, on va également lire quelques réactions de nos téléspectateurs. Avant ça, Karine Santiago, vous avez un dernier sujet pour nous ou bien... J'avais un dernier sujet pour vous. Rapidement. J'aurais bien aimé partager ce sujet avec vous. Il y a la proposition du traitement curatif contre la pneumonie de Covid-19 proposé par l'Association pour la recherche médicale et la pharmacopée naturelle, en abrégé ARMPN, qui propose une suite de traitements de hammam vapeur, inoculation aux huiles essentielles à propriétés virucides, bactéricides et antioxydantes. Donc c'est un processus de traitement qu'ils ont proposé et ils n'attendent que le ministère de la Recherche scientifique et le ministère de la Santé d'expérimenter ça et de finalement approuver. Très bien. Mais j'aurais bien voulu également tout à l'heure que tu nous dises exactement quel est le journaliste français qui a validé qu'on vienne faire des textes sur les Africains. Il interrogeait, il n'a pas validé. Interrogé. C'est comme on nous considère comme des singes. Il demandait donc à ceux qui proposait, est-ce que vous pouvez aller le faire en Afrique? Merci. Parce qu'en fait, l'idée... Non, je pense bien. L'idée est venue du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Ah d'accord. D'accord, oui, ça c'est une idée de Antonio Guterres. Mais vous oubliez, on ne va pas oublier qu'il y a des médias qui travaillent justement pour ces différents organismes et avec des journalistes. Oui, merci. On va rapidement retrouver notre ami du concept Salaka sur le plateau B. Constil Amine, bonjour. Bonjour très chers amis, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à tous les clients des magasins Sorepco. Ces magasins qui reviennent encore ce jeudi matin dans une nouvelle promotion, dans une promotion exceptionnelle. Alors chers téléspectateurs, vous connaissez déjà les magasins Sorepco et vous connaissez bien entendu que dans ces magasins, c'est la qualité au meilleur prix. Et bien sûr en ce moment, c'est l'occasion plus que jamais de vous rendre dans les magasins Sorepco, question de bénéficier de cette grande promotion sur les congélateurs et les réfrigérateurs. Oui, vous aviez demandé congélateurs, vous aviez demandé les réfrigérateurs. Les magasins Sorepco remettent encore sur place cette nouvelle promotion. Mais alors, c'est les réfrigérateurs et les congélateurs
d'une très très grande capacité. Oui, c'est des congélateurs géants, c'est des congélateurs de qualité supérieure, c'est des congélateurs encore plus performants parce que quand on parle bien entendu de la capacité d'un congélateur, on regarde bien entendu la contenance et aujourd'hui, c'est chez Repco, c'est encore les meilleurs prix. Nous allons tout de suite parler bien sûr des avantages de ces congélateurs et réfrigérateurs. Il faut déjà rappeler que ces congélateurs permettent bien entendu de bien garder vos aliments. Ces congélateurs sont dotés d'un système qui permet bien sûr de tuer tous les microbes, bien entendu, c'est-à-dire contenus, c'est-à-dire sur les aliments. Donc pour ceux bien sûr qui vont mettre des aliments dans le congélateur, des aliments qui ont été bien sûr, c'est-à-dire qui ont été mal gardés par le passé, en les mettant du côté bien sûr dans ce congélateur, vous allez voir comment ce congélateur va non seulement tuer les microbes, mais également empêcher bien entendu la propagation des microbes au niveau des aliments. Parlons toujours des avantages de ces congélateurs et réfrigérateurs. Ces congélateurs sont dotés d'un système de sécurité automatique. C'est également doté d'un système qui vous permet bien sûr de ne pas consommer assez d'électricité, ce qui permet donc à ces congélateurs aujourd'hui et réfrigérateurs de se présenter comme ces appareils électroniques qui ne consomment pas assez d'énergie. Nous allons tout de suite commencer bien entendu la vente de ce matin par bien entendu des réfrigérateurs Nexus 230 litres. Oui, je dis bien un réfrigérateur Nexus de qualité, un réfrigérateur Nexus vertical. Regardez bien sûr l'intérieur de ce congélateur. Regardez la présentation physique de ce réfrigérateur, autant pour moi. C'est un réfrigérateur. Et aujourd'hui, le réfrigérateur Nexus, vendu dans les magasins Sorepco, est l'un des meilleurs réfrigérateurs sur le marché camerounais. Bien entendu, c'est prouvé parce que les gens partent de très loin. Les gens partent de N'Djamena. Les gens partent de la RCA du Gabon pour se raviter dans les magasins Sorepco parce que tous ces gens ont compris que chez Sorepco, c'est la qualité. Après donc le réfrigérateur que vous avez donc du côté de Sorepco, un prix très abordable, place à l'instant à un congélateur 300 litres de marque Nexus. C'est du jamais vu. Faites le tour des magasins. Faites le tour des supermarchés, faites le tour des boutiques. Vous ne retrouverez pas un congélateur de 300 litres, bien entendu, à 235 000. Est-ce qu'on peut encore... Voilà, regardez bien sûr ce congélateur. Appréciez bien entendu, c'est-à-dire la qualité de ce congélateur, la beauté de ce congélateur. Vous l'avez à 235 000 francs, 300 litres avec garantie et service après-vente. Cette offre est valable dans tous les magasins Sorepco, que ce soit à Yaoundé, à Bafoussam, à Kribi, à Douala, à Bertois, à Idéa, c'est le même prix. Oui, population de Déa, population de Ngaoundéré, population de Garoua, population d'Obala. Allez dans les magasins Sorepco et achetez un congélateur 300 litres de marque Nexus à 235 000. On parle également d'un autre réfrigérateur. Cette fois-ci, c'est un réfrigérateur super cool. Oh là 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 là. 308 litres. C'est vrai qu'on a vendu par le passé des réfrigérateurs à 180 000 francs. C'était les réfrigérateurs de 240 litres. Mais cette fois-ci, nous vous donnons les réfrigérateurs de 308 litres. Super cool à 310 000 francs. C'est neuf dans le carton avec garantie. Oh là 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 là. Mania Kamalambo. Que chacun l'achète. Gardez vos aliments à la maison. Conservez les boissons. Conservez tout ce qu'il y a comme condiments frais, condiments secs. Avec les réfrigérateurs Nexus 330 litres à 327 000 francs. Et ceux qui n'ont pas assez d'argent, qui ont 310 000, vous avez un réfrigérateur 308 litres dans les magasins Sorepco. Admirez la qualité. Admirez bien sûr la beauté. Regardez comment c'est nyanga. Regardez comment c'est ndolé. Regardez comment c'est stylé. Oh là 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 là. Un congélateur à 235 000. Est-ce qu'on doit encore acheter les congélateurs utilisés? Est-ce qu'on doit encore acheter le vrac? Non. 235 000, c'est chez Sorepco et nulle part ailleurs. Constille Lamine, avec le concept Salaka, merci infiniment pour ce moment. Allez rapidement avec vous, Karine Santia. Peut-être avant, Karine Santia, même. Bon, tout à l'heure, elle parlait bien sûr de cette association-là. Et pour vous, vous êtes justement un défenseur de la pharmacopée traditionnelle. Revenir au corps molle.
Il faut peut-être faire des recherches là-dessus, urgemment. Non, je ne suis pas défenseur de la pharmacopée. Je suis pratiquant de la pharmacopée et je suis spécialiste de la pharmacopée. Et je peux dire que nous, on peut soigner plusieurs maladies. Vous parlez avec autorité. Je le dis. Et nous avons fait ces étés. Ils sont sur la table du ministère de la Santé publique, sur la table du ministère de la Recherche scientifique et technique. Nous leur avons donné à nos enfants qui sont dans ces laboratoires de recherche sur la médecine pharmaceutique. Nous disons que nous pouvons soigner le coronavirus en 7 jours. C'est pas un peu trop posé? Mais qu'ils nous disent qu'on a tort. Qu'on commence d'abord à tester. Qu'on a tort. D'accord. Ils raison. Après, c'est eux qui viendront vous dire, premièrement, ah non, n'allez pas chez les charlatans. D'abord, ça fait ce qui est charlatan. Deuxièmement, ce qui va arriver là, après, c'est que tous nos chercheurs iront en Occident. Merci. Allez, rapidement, retrouvons une fois de plus Constille Amine, Studio B. Constille Amine, cette fois-ci, nous revenons avec un autre concept du concept Salaka, c'est Von Bio, je pense bien. Bien entendu, c'est donc Von Bio, mais ce matin, c'est une communication très très spéciale à l'endroit de tous les téléspectateurs de cette émission, à l'endroit de tous les clients du concept Salaka. Donc je reviens à l'instant sur ce plateau pour apporter un soutien à tous nos téléspectateurs qui nous regardent ce matin, pour apporter ma contribution à tous les clients du concept Salaka qui sont repartis en Afrique, au Cameroun et dans certains pays européens. Alors le concept Salaka est un concept social, est un concept de communication, est un concept qui est toujours aux côtés de sa clientèle, a donc décidé pendant 3 jours, ceci jusqu'à samedi prochain, d'offrir une double réduction sur les Von Bio Oméga 3. Je dis bien sur toute la gamme Von Bio, également bien entendu sur la pommade contre les hémorroïdes ainsi que les correcteurs de posture. Donc tous ceux qui nous regardent en ce moment, vous connaissez déjà le prix de promotion qui est de 5 500 francs pour ce qui est du Von Bio Oméga 3, mais dans le cadre bien sûr de ce qui nous anime en ce moment, cette grande pandémie, je sais qu'il y a des gens qui sont à la maison, qui se posent la question, est-ce que j'aurai encore assez d'argent pour acheter mon Von Bio Oméga 3? Donc fini le stress, fini les inquiétudes. Alors je vous offre 3 jours de double réduction. Donc le Von Bio jusqu'à samedi coûtera la somme de 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules. Je dis bien 5 000 pour une boîte de 30 gélules. Cette offre est valable, bien entendu, jusqu'à samedi prochain. C'est donc l'occasion plus que jamais de profiter de cette double réduction pour acheter un stock important des Von Bio Oméga 3. Alors je rappelle que vous serez facturé normalement à 5 500, mais vous allez payer la somme de 5 000 et 500 francs seront supportés par le concept Salaka. C'est également valable pour ce qui est de la pommade contre les hémorroïdes qui va également recevoir une réduction spéciale de 500 francs sur le prix que les téléspectateurs connaissent déjà parce qu'ils viennent de temps en temps au magasin Mille Tapis. Et cette offre est également valable sur Von Bio Lotion, votre lait de toilette pour diabétiques. Le lait de toilette coûte normalement au prix de promotion à 6 000. Mais dans le cadre de l'action sociale du concept Salaka, vous allez avoir cette lotion à 5 500 francs. C'est valable d'aujourd'hui, demain et samedi. Donc c'est l'occasion plus que jamais de profiter de cette double réduction. C'est également valable pour les correcteurs de posture qui coûtent la somme de 10 000, mais vous les aurez à 9 500 francs, vos correcteurs de posture, sans oublier également les autres produits vendus au magasin 1001 Tapis. Donc double réduction sur tous les produits du magasin 1001 Tapis. Et ce n'est pas tout. Les premières personnes à commander dès à présent vont recevoir gratuitement un morceau de savon qu'on leur donnera gratuitement. Je dis, mais les premiers clients qui vont commander au numéro du concept Salaka vont recevoir gratuitement un morceau de savon. Merci beaucoup et n'oubliez pas, nous livrons dans tout le Cameroun. Merci Constille Amine pour le concept Salaka. Madame, messieurs, on vous dit également merci d'avoir trouvé de l'intérêt à prendre avec nous, à écouter, bien sûr, à regarder ce programme de 10-12, le Zénith. Merci Charles Amel Bachou, merci Dominique Audrey Oyengelek, Bombo Bengan, Karine Santia et à vous, Madame, Monsieur, nous souhaitons de passer une excellente journée en compagnie des programmes de Télé Equinox.